Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Mais si, c'est matelas pneumatique. Mais non, Mais non, pas du tout. C'est matière pneumologique. Non, toujours pas en fait. C'est toujours pas ça. Mais en fait, c'est m'attrape-moi si tu peux. Non, mais écoutez-moi un petit peu. Non, je sais ce que c'est. C'est ma thérapie glycémique. Mais pas ça, c'est. Bouillard. Bonsoir et bienvenue à Comics Outcast. J'avais dit que ce soir serait le festival de la bafouille. C'est parfait. Ah, bienvenue à Comics Outcast, le podcast indépendant sur les comics et leurs univers qui paraît 2 fois par mois dans tous vos flux préférés. Ce soir, on enregistre, c'est le 20 mars, c'est le premier jour du printemps. Oui. Oui, voilà, je suis donc entouré de mes vieilles branches qui vont refleurir. À ma gauche, il y a Regen. Bonsoir, bonjour. Bonsoir Regen, tu vas bien ? Écoute, ça va plutôt bien, effectivement. Tu lis des trucs en ce moment ? Oh, beaucoup trop, comme d'habitude. Mais là, je vais enfin pouvoir attaquer, si tout va bien, X-Factor, l'omnibus de Peter David, que je n'avais pas lu à l'époque et que je sais qui en vaut du lourd. D'accord. Et de quoi tu vas nous parler ce soir ? Un petit teasing. Ah, je vais vous parler de choses qui vont plus loin que ce que peut discerner l'œil, j'ai envie de dire. Oh, c'est joli. À côté, nous avons Luxbox. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va plutôt bien et toi ? Ça va bien. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Moi, j'ai commencé Sunstone parce qu'on m'a filé les 5 premiers tomes. Quel grand plaisir. Bah écoute, j'ai lu le premier tome pour le moment et c'est pas mal. Alors je lui ai trouvé quelques défauts. Je ne suis pas à 100% convaincue. Mais en tout cas, voilà, je vais avancer avec plaisir dans la suite. D'accord. Et de ce soir, de quoi tu vas nous parler ? Ce soir, je vais vous parler de petits nounours et d'animaux mignons, mais pas si mignons que ça. Choupiné. À la réalisation ce soir, nous avons XT Fate. Coucou. Coucou, ça va ? Et oui, ça va. T'es en forme ? À vous de me le dire. Tu lis des trucs en ce moment ? Oui, je suis en train de lire Secret Warriors, où le grand méchant c'est Steven Spielberg. Non, c'est pas du tout le cas. Et c'est Tu vraiment me diras très pourquoi chouette. plus tard. Oui. Ouais. Et je passe un bon moment. D'accord. Et ce soir, tu nous présentes rien. Tu nous fais tu nous fais la réal. Non, on m'a pris par le callback, on m'a dit tu viens là, on a besoin d'un réal. Je fais ok. D'accord, très bien. Et oui, c'est le printemps, donc je suis entouré de mes vieilles branches, mais c'est aussi le temps des nouvelles pousses, des nouveaux bourgeons, puisque nous avons un nouveau ce soir à la table, dont le pseudonyme est... Matt a perdu Matic. Matt a perdu Matic. Bonsoir, bienvenue. Mais alors, explique-nous d'où vient ce pseudo. Déjà bonsoir, merci beaucoup. Ce pseudo en fait ça date parce qu'on m'appelle Mathématique en fait quand j'étais petit et donc je m'appelle juste Matt, donc Matt a perdu Matic. Ah, voilà. Et C'est bon. une fois qu'on a l'explication, on le retient beaucoup mieux. En tout cas, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Voilà, on va pas trop le bisuter. On a déjà écorché son pseudo pendant toute On l'intro. lui a même laissé le choix de sa review. C'est dire si on est gentil. On est gentil. Et donc, est-ce que en dehors de la review, est-ce que tu lis des trucs en ce moment Ouais, là j'ai terminé de lire le Daredevil de Frank Miller. Ah, En finissant sur Born Again et aussi The Man Without Fear. C'était excellent. De bout en bout. Et là, j'ai commencé à lire Parker, que vous avez un petit focus il y a deux émissions, c'est ça ? 2 émissions déjà, ouais. 2 émissions. Je suis bloqué encore dans les interviews de début, mais ça va venir. Je vais commencer à attaquer les vraies planches. Et ce soir, un petit teasing de ce dont tu vas nous parler. Je vais vous parler des X-Men et d'une fausse promesse. D'accord, très bien. Eh bien, quant à moi, je suis Jean Vocat, comme un avocat sans le A, et c'est moi qui ai le plaisir ce soir de présenter cette émission qui va se dérouler comme d'habitude en 3 parties, avec d'abord les reviews, puis le focus, et enfin le HLB. Alors, s'il y a des nouveaux auditeurs, on va rappeler le principe. Les reviews, chacun des chroniqueurs et chroniqueuses ici présents a choisi un titre, il en a lu les 3 premiers numéros, et ensuite il va le présenter, et nos chroniqueurs vont en parler tous ensemble pour la première fois et donner leur avis. Dans le focus, on s'intéresse à une œuvre en général plus ancienne et en général terminée, sur laquelle on a jugé intéressant de s'attarder quelque temps et de vous présenter. Et enfin, le HLB pour Hors les bulles, c'est les comics, mais
pas dans les comics, c'est-à-dire très souvent, en général, ce sont des films, des séries, mais on a aussi fait des jeux de société, des expos et autres réjouissances. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire d'abord que je suis content d'être là et que Comics Outcast numéro 223, c'est parti! On attaque donc avec les reviews et pour qu'ils puissent se détendre tout de suite. Je suis pas tendu, c'est faux. Voilà, on va commencer par toi, Matt a perdu Matic. Yes, je l'ai dit du premier coup. Yes. Et ben moi je vais vous parler de The Cull, en français l'abattage ou le massacre. Pour l'instant il n'y a pas encore de vraie traduction française. Donc une très bonne ambiance pour ma première review. C'est tout ce que je souhaitais d'ailleurs, parce que quand Regan m'a proposé de choisir un comics, je me suis tourné vers un genre qui me plaît profondément, l'horreur. Et notez bien comment il est vendu. The Cull est un savant mélange entre Something is Killing the Children et les Goonies. Ok, bon bah c'est vendu. Coup de chance, l'équipe créative derrière l'œuvre est plus que prometteuse. À l'écriture, on a Kelly Thompson, récompensée d'un Niner Award sur la série Black Widow en 2021. Au dessin et à la couleur, Mattia De Iulis, illustrateur italien bien connu des lecteurs de Marvel lui aussi, puisqu'il a travaillé sur Invisible Woman, Immortal Hulk ou encore Captain America. Et enfin au lettrage, Hassan Otsman Elaou, qui avait travaillé sur The Blue Flame et qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure sur une autre review. Et tout ce petit monde se retrouve chez Image Comics avec The Cull, une série commencée en août 2023 et qui s'est terminée au bout de 5 numéros le 31 janvier dernier, en 2024 donc. C'était prévu que ce soit terminé ou... C'était prévu en 5. C'est ce qui fait peur. Et donc, de quoi ça parle ? Alors, tout commence avec le tournage d'un film étudiant à 4h du matin. Comme se veut la tradition des films d'horreur, nous assistons à la préparation de nos 5 personnages, 2 jeunes adultes quittant tour à tour leur domicile parental en catimini. On a Cléo, Kate, Will, Wade et Lux qui forment la petite bande. On se demande d'ailleurs quelles étaient les probabilités pour que le personnage féminin dénommé Lux soit rousse et aussi la star de l'équipe. Je l'ai relevé aussi. Que de coïncidence. Mais on découvre que la Lux de l'histoire est malheureusement empreinte à une figure paternelle violente. Elle n'est pas la seule à avoir un quotidien sombre. Kate voit son père tourmenté par l'absence d'un proche. Will et Wade vivent avec leur grand-mère et leur oncle, aucune mention de leurs vrais parents, tandis que le petit frère de Cléo est toujours porté disparu depuis près d'1 an. La petite bande, pas si joueuse que ça finalement, partent direction Blackwater Beach pour le tournage. On notera l'incroyable originalité de Blackwater Beach. La plage doit son nom à un rocher immense au milieu de l'eau, l'endroit parfait pour filmer quelques scènes. Est-ce qu'il est noir le rocher ? Il est presque noir, il est teinté de noir. Mais pendant le repérage, nos 5 joyeux lurons font la découverte d'une caverne. Au fond de celle-ci se cache un nouveau monde. Pur hasard ? Absolument pas. Cléo révèle qu'elle pense que son frère est passé par là et ne compte pas rebourser chemin. C'était son plan depuis le début. À partir de ce moment-là, on arrive sur la fin de l'issue 1, donc on va continuer. Après quelques inquiétudes, les amis Cléo l'accompagnent par solidarité. On découvre alors une île pleine de végétation, mais aussi un immense océan rose où des dizaines de rochers, identiques à celui de Blackwater Beach, se tiennent hors de l'eau. Lancés dans leur exploration de l'île, ils font la rencontre d'un panda roux, plus vraiment roux, mais bleuté, avec des moustaches bien plus mignonnes que celles d'XT. L'équipe décide alors... La balle perdue. Ça prend les bonnes habitudes. C'est cadeau de bienvenue. L'équipe décide alors de le suivre à travers cette jungle. Pendant une petite pause, on en apprend encore un peu plus sur nos personnages, notamment Cléo. Se sentant responsable de la disparition de son frère, on comprend rapidement qu'elle se scarifie et qu'elle a des tendances suicidaires. Mais nos héros sont rejoints par un visiteur surprise. Le panda roux a évolué et semble être devenu une forme humanoïde douée de paroles. Capable de répéter ce que disent nos adolescents, elle peut aussi prendre leur apparence. C'est simple, plus le temps passe, plus la créature devient intelligente et intelligible pour nos héros. La créature leur annonce que le temps passé ici n'est même pas le même que dans leur monde, mais aussi que cette île fonctionne comme une sorte de ruche collective et qu'elle apprend de chaque entité présente. Un échange qui fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Si la créature devient douée de parole, nos amis acquièrent quant à eux de nouvelles capacités. Wade peut contrôler la flore, Will la faune, Katia se voit pousser des ailes, Lux dispose maintenant d'une vision laser. Voilà, très original. Et Cléo, elle a quoi Cléo ? Elle a rien. Elle est différente des autres. Elle a en elle une noirceur. De l'amour, comme exactement. Captain Planet. Elle a en elle une noirceur qui nuit à la ruche. Et que fait-on d'un animal qui ne peut ni s'adapter ni s'intégrer ? On l'abat. Et la créature décide de l'abattre. Impensable pour Lux, merci Lux, qui décide de foudroyer la créature avec sa vision laser. La confrontation a commencé, il faut maintenant fuir et retourner dans leur monde. En utilisant leur pouvoir, ils parviennent à rejoindre un rocher et retraverser la grotte. Devant eux, un paysage qu'ils connaissent si bien, Blackwater Beach, mais une surprise les attend. Une créature gigantesque en plein milieu de la plage, des chaussures éparpillées un peu partout
et pas âmes qui vivent à l'horizon. Et c'est ici que se terminent les 3 premières issues. Ce qu'on remarque immédiatement, c'est que ce n'est que de la mise en place. Mise en place de personnages avec leurs problématiques, leurs caractères, leurs spécificités, mise en place aussi de leurs nouveaux pouvoirs, mise en place aussi d'un nouveau monde, d'une nouvelle menace. Et ce qui est assez frustrant, c'est que tout doit être conclu en 2 issues. Voilà, s'il n'y en a que 5. Parce qu'honnêtement, le travail d'écriture de Kelly Thompson est plutôt réussi. Elle prend son temps pour développer ses 5 héros. On sait d'avance, malheureusement, qu'elle n'en aura plus le temps pour le reste. On se retrouve donc avec un traitement de thématiques autour du deuil et des violences qui ne verra probablement pas la résolution escomptée. On aperçoit très rapidement que la morale nous emmène vers l'importance d'être bien entouré, avec des personnes qui nous aiment et qui sont là dans les moments difficiles. Mais 5 issues pour 5 personnages et leurs problèmes, plus une menace interdimensionnelle qui se profile avec la découverte des pouvoirs, ce n'était peut-être pas assez. Et concernant le dessin, je suis pas un grand fan de Mattia De Iulis, un peu trop photoréaliste à mon goût. Tula Lotte, qui signe d'ailleurs quelques covers, aurait été un choix un peu plus judicieux à mon sens. Il n'empêche que le travail de l'illustrateur italien reste assez propre, voire même trop propre. Reagan serait ravi de voir du décor à tout va. Hein. Les effets de lumière sont sympas, même si c'est très finalement assez... comment expliquer ça ? Très ordinateur. Hein, on s'habitue, numérique. On s'habitue finalement plutôt bien au style, mais voilà, ça rend un rendu assez statique. J'ai vu les Goonies et je vois beaucoup moins Something is Killing the Children. Ok, bah déjà bravo. Bravo. Merci. Magnifique présentation, clair, net, précis, et puis une balle perdue pour XT. Donc... Oh, elles sont jamais perdues ces balles-là. Oula. Non, mais en fait, je crois que je vais vous laisser, je vais laisser sans réalisateur du coup. Oula, Je les menace direct. juste, est-ce que t'as poussé pour les 2 dernières Bien équipes sûr. ou pas ? Ouais, je suis allé jusqu'au 5. On en reparlera un petit peu plus. J'attends d'abord le retour de nos camarades parce qu'il y a la fin que je trouve encore assez fourbe. Fourbe, carrément. Oui, je pense que le mot est fourbe. Lux, puisque tu es l'héroïne apparemment de cette histoire. Ouais, bah, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un comics pour soi. Non, blague à part. Alors, c'est clairement le genre de comics dont je ne suis pas la cible. Parce que les énièmes histoires de groupes d'ados, etc. Bon, bah, genre, moi, j'aime pas les Goonies. Je fais partie de ces gens-là qui n'ont pas de goût. Nise. Donc, ça m'intéresse pas des masses. Par contre, j'ai trouvé que les personnages étaient plutôt intéressants, mais avec justement le même sentiment de où est-ce que ça va, vu que ça a l'air d'être bien court. J'ai beaucoup aimé le dessin. J'ai trouvé que les couleurs étaient avec ces doses de violet, de bleu, de rose. Ça me parle beaucoup. Le dessin un peu photoréaliste, c'est pas ma cam, mais là, c'est bien passé. Donc, je dirais que j'ai aimé plus le design que l'histoire, mais que c'est quand même pas une validation. J'irai pas jusqu'au bout. Voilà. D'accord. Et toi, Regan ? Alors, quand il fait... Ça arrive. Là, c'est compliqué. Déjà sur la partie graphique, qui du coup est la, entre guillemets pour moi la plus intéressante, ça me bloque vraiment ce genre de dessin. Parce que le photoréalisme, ça peut être intéressant s'il y a une approche, etc. Là, pour moi, ça me fait presque de l'uncanny valley. À ce point-là, ouais. Ouais, vraiment, je n'aime pas ça. Ça me bloque presque au niveau visuel. Ce côté en plus très numérique, très chargé au niveau traitement tablette, etc. D'où aussi les couleurs très polarisées, on va dire. Et ça fait un peu roman photo, tu vois. Mm-hmm. Ça fige en plus l'image. C'est ce côté... qui est dans le moment de l'action et vraiment ça me parle pas. Et tu vois, pourtant j'adore Alex Ross qu'on reproche souvent d'avoir ce côté photoréaliste et surtout ce qui fige la page en elle-même, mais je sais pas, là ça me parle pas. Par contre clairement la personne, enfin son nom déjà j'ai oublié au dessin, Mattia De Iulis. Ouais, il gère, hein. Il y a aucun problème, enfin dans son domaine il gère. Mm-hmm. Mais moi vraiment ça ne me parle vraiment pas du tout. Et donc se rajoute à ça une série qui veut faire beaucoup de choses, mais qui ne s'en donne pas les moyens, littéralement. Je trouve le rythme forcé, c'est pas fluide, c'est je t'assène des informations de temps en temps et genre around the clock, on n'a pas de temps à perdre, donc il y a eu machin, lui a un traumatisme, allez on continue, on n'a pas de temps, faut enchaîner, surtout que on sent qu'il a donc l'autrice a une deuxième partie qu'elle veut mettre en place. Et alors pour info, moi j'ai pas lu jusqu'au 5, mais j'ai feuilleté jusqu'au 5. Et donc je vois de quoi tu vas parler après. Et vraiment, il y a ce côté.
désolé, mais tout ça pour ça un peu, tu vois, c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, effectivement, encore une fois. Les chara-design sont intéressants au niveau des créatures, la faune, la flore, etc. Honnêtement, j'ai un potentiel qui va... Voilà, on a vraiment un sentiment très mitigé d'un potentiel qui va pas être exploité, qui va pas aller bien loin. Et du coup, même s'il y a une suite qui serait annoncée, ben, le mal est déjà fait, en fait. J'ai pas vraiment envie de m'investir plus que ça. Elle aurait clairement gagné à être en 8 ou en 12 ou peu importe, ou peut-être même une ongoing, je sais pas. Surtout si tu veux ouvrir une perspective pour la suite. Et du coup, non, ça m'a vraiment pas plus parlé que ça. C'est pas mauvais, hein. Clairement, encore une fois, il y a des bonnes idées, les personnages sont plutôt bien dépeints pour le coup, mais non, vraiment. Et je vais te laisser aborder le. Oui, vous m'avez intrigué tous les deux. Ces gros sabots de. Toi, Lux, t'as regardé un Non, petit je me peu. suis arrêtée au 3. Donc, du coup, vous deux, si vous pouvez. Alors, genre, je vais y aller sans spoiler. En mi-spoil. Ouais, je vais y aller sans spoiler parce que l'issue 4, il se passe pas grand chose. On est sur du développement de personnages. Encore, Alex. Mais encore. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'on répond pas forcément aux trous qu'on avait déjà dans les 3 premières issues. Donc ça veut dire que ça laisse encore un peu du terrain pour autre chose. Et en issue 5, ça envoie. Là, on y va à fond. Ça marche plutôt bien d'ailleurs, même si je trouve que l'issue 5 est plutôt bâclé en termes de mise en page parce que faut aller vite. Oui, du très coup, vite. ouais, bah, et du coup, elle est même coincée, l'action, il y a beaucoup de choses qui se passent et beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Même en feuilletant, ça part dans tous les sens, quoi. Ce que je trouve assez étonnant, c'est que, comme l'a dit Gigos, là, sur la discussion, il y a un TBB qui est en VO qui est attendu pour avril 2024 et il est sous-titré volume 1. On adore dans Comics Outcast les fameux volume 1, part 1. Exactement. Et parce qu'en fait, à la fin de l'issue 5, il y a marqué The End avec un point d'interrogation. Voilà. Et en fait, l'issue 5 s'ouvre avec un cliffhanger qui est assez gros, qui est plutôt bien. Qui est plutôt bien trouvé et qui, je trouve, est mal réalisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de l'anticiper ou quoi que ce soit. Parce que j'ai relu 2-3 fois le titre et c'est juste un peu sorti du chapeau. D'accord. C'est un peu dommage parce que dans l'exécution, ce n'est pas bon. Et c'est ça qui est un peu frustrant. Et en fait, je vois pas comment ça a pu être enclenché, en fait, cette volonté de faire un récit aussi dense et de se dire, on fera ça à 5 et on sait pas si ça ira plus loin parce que même pour un récit en 5, c'est pas suffisant. Ok. Comme je disais, en plus, c'est qu'à compresser ton récit, tu donnes pas les garanties d'avoir envie de continuer. Oui, c'est ça, ouais. Et on va évidemment ne pas donner de plot twist de fin, mais en plus, c'est du déjà vu. Oui. En plus, c'est du déjà vu. Mais même au-delà, en fait, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a un risque qu'il n'y ait pas de suite. Mais donc, à quoi sert ce travail en sachant qu'il ne donne aucune clé, ni vraiment, on va dire, d'explication, ni de résolution, et même en termes de morale, à part le pouvoir de l'amitié, il y avait tellement de choses à côté à donner. Et oui, mais dommage. le pouvoir de l'amitié, c'est important. Oui, non, Ouais, c'est très bien. Mais le pouvoir de l'amitié, c'est mon petit poney. On ne confond pas, s'il vous plaît. Attention. Non, mais ça va loin en plus, le pouvoir de l'amitié dans la 5, parce qu'il y a un mélange de tout et n'importe quoi. Et limite, XT serait presque content de voir ce qui se passe dans les choux 5, mais ça devient où ils sont prêts à se tenir les mains, quoi. Ils se tiennent les mains d'ailleurs. Littéralement. C'est honteux. Il y a des mechas. C'est pour ça. Il y a des kaiju. Il y a un gros kaiju. Ah. On peut pas tout avoir. Non, Ouais, kaiju, non, ça mais- suffit pas. Kaiju américain, kaiju pas américain, tu vois. Ah. Les seuls bons Godzilla ne sont pas américains, sauf un. Ok, sauf un. Bon. Et Et celle-là où vraiment où je trouve que tu l'as notée, elle aurait été parfaite en termes d'image, etc. Il y a un autre truc que je trouve que je n'aime absolument pas dans les comics, c'est ce que fait d'ailleurs The Cull. C'est-à-dire que je l'ai pas dit, mais les 2 premières pages, c'est un flash forward, c'est ça. Ah là Ouais, là. Voilà, qui nous disent ah là là, regardez, voilà ce qui va se passer. Eh. Et vu que en fait le problème de cette Même en série, c'est qu'il est série, c'est vendu. éculé, quoi. Cette série, elle est vendue comme une série d'horreur. Et que les 3 premières issues, il ne se passe rien, même un petit peu avec la 4, il ne se passe rien. En fait, à la 4e, on a une sorte de twist, mais qu'on nous a déjà montré sur les 2 premières issues. Sur la première issue, sur les 2 premières pages. Ah et donc en ouais. fait, l'effet de surprise, alors qu'on suit nos personnages qui découvrent leur pouvoir, leurs relations, etc., il fonctionne pas avec le lecteur. Oh, puis même l'horreur, faut le dire vite. Ah oui, hein. non, mais Enfin, c'est je suis à la base, voilà, pour ceux qui suivent un peu, je suis pas très fan d'horreur en termes de films, de comics, etc. Il se passe plus de choses dans un comics dont on va parler après que dans The Cull, hein, je vous le dis. Hein. Voilà, donc ouais, non, c'est frustrant parce que il y a du travail quand même. On sent qu'il y a, c'est pas à jeter non plus. Et ça rate sa cible très clairement, je pense, ouais, clairement. Bon, je crois qu'on va s'en tenir là. Donc une
Un titre très mitigé, un avis très mitigé des chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table ce soir. Mais une très belle review, merci Mata Perdumatique. Bonne chose de faite. Bien, très bien. Donc The Cul, on le laisse sur le côté. Et on va passer ensuite à Luxbox. Merci. Je sais pas pourquoi je dis merci d'ailleurs. Parce que tu es poli. Parce que je suis polie. Je tiens à faire un petit disclaimer auprès de nos auditeurs. Je m'excuse d'avance si c'est un petit peu confus parce que j'ai oublié mon cahier avec mes notes. Sans rentrer dans les détails, c'est normal. C'est un peu l'émission du Chétan. On a oublié plein de trucs, il s'est passé plein de trucs. Et donc j'ai oublié mon carnet avec mes notes, donc je vais vous faire une chronique improvisée. A cappella. À l'arrache. Alors moi j'ai décidé de vous parler d'un petit comics qui m'a attirée parce que j'ai craqué sur la couverture. Quand je l'ai vu, j'ai vu le premier issue. Ok, Grégo. Ouais, une Grégo, ça faisait longtemps, c'est cool. Ben voilà, ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees, donc littéralement sous les arbres où personne ne voit. Voilà. Et donc la fameuse couverture dont je vous parle, c'est un petit ourson trop mignon, enfin une oursonne pour être plus Et c'est précise. pas Booba. Ce n'est pas Booba le petit ourson, ni le petit rappeur. C'est donc une oursonne avec un tablier de bricolage taché de sang et elle a des lunettes de protection et un couteau à la main et elle a un grand sourire. Voilà qui est Voilà. rassurant. Moi j'ai vu ça, j'ai dit ok je veux le lire. Donc qu'est-ce que c'est Beneath the Trees Where Nobody Sees. Alors déjà c'est écrit et dessiné par un type qui s'appelle Patrick Horvath. Donc il est tout seul derrière son petit bouquin et ça raconte quoi ? C'est l'histoire d'un village, enfin d'une petite ville on va dire, qui ressemble vachement à une bourgade américaine de série avec des petites maisons très mignonnes, des petits commerces, etc. machin. Wisteria Lane. Quoi. Voilà, pas trop Mysteria Lane. parce que Non, c'est beaucoup moins bourgeois que ça. c'est moins bourgeois et c'est moins banlieue. C'est plus petite bourgade de l'Oregon ou un truc comme ça. Ça s'appelle Twin Peaks, Woodbrook et ça a la particularité d'être habité par des animaux anthropomorphes. Donc je rappelle ce que sont des animaux anthropomorphes. Ce sont des corps d'humains entre guillemets, mais ce sont des animaux. Un ours, un rhinocéros, une petite souris, etc. Mais ils ont aussi des animaux à eux, genre ils ont des chiens qui sont des vrais chiens. Il y a des oiseaux, etc. Mickey et Pluto pour ceux qui veulent la ref. Par exemple. Voilà, c'est un très bon exemple. Donc, qu'est-ce qui se passe à Woodbrook ? Woodbrook, c'est une petite ville très, très calme, dans laquelle tout le monde se connaît. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Sam. Donc, Sam est une oursonne qui s'occupe du magasin de bricolage local et qui, donc, par ce fait, croise absolument tout le monde, tout le temps. Donc, elle est connue comme le loup blanc. Et de temps en temps, il lui arrive de s'échapper pour aller rejoindre la grande ville. Mais pas pour faire du shopping. Non, non. Il lui arrive de rejoindre la grande ville parce que le petit hobby de Sam, c'est de tuer des gens. Ah oui, d'accord. Donc elle va dans la grande ville parce que c'est mieux de s'attaquer à des gens qu'elle ne connaît pas déjà. Et puis surtout, il y a une sorte d'anonymat dans la grande ville. Random, Alors que si elle tue quelqu'un de Woodbrook, tout le monde va être au courant, ça va causer un scandale. Comment dit l'expression américaine You don't shit where you eat. Il y a un truc comme ça. C'est fort charmant, les mois. Ah, c'est pas moi. Voilà, donc elle va dans la grande ville, elle choisit une proie et puis elle l'exécute toujours de façon très mécanique, avec des bâches. Ensuite, elle découpe en morceaux, etc. Donc, tout est explicite dans le bouquin. Enfin, dans le comics. Donc, attention aux âmes sensibles, évidemment. Mais vous avez... Donc, c'est la famille Sylvania rencontre Freddy Krueger, quoi. Vous avez des pages qui peuvent être très sanglantes, mais avec tout un décor très, très mignon. Et donc, Sam, elle fait ça de temps en temps. On comprend que ça fait longtemps qu'elle fait ça. Ça fait 20 ans qu'elle tue des gens de temps en temps, des gens de la ville, et qu'elle revient... Chacun ses hobbies. Bah oui, bien sûr, on juge pas les kinks. Et jusqu'au jour où, lors de la grande parade de la ville, on découvre un cadavre de Woodbrook. Donc quelqu'un qui habite à Woodbrook, quelqu'un qui est aimé des habitants, ou au moins connu des habitants de Woodbrook, et dont le cadavre est exposé lors de la parade grâce à un stratagème assez horrible. Je vous épargne les détails pour que vous ayez envie d'aller voir. Si le morbide vous intéresse, évidemment. Ça, c'est fait. Voilà. Je ne vais pas en dire plus. Le principe du comics, c'est il y a 2 tueurs en ville maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, globalement, on va pas se mentir, c'est pas un scénario très original.
Dexter est passé par là. C'est peu dire, oui. Donc le côté je suis méticuleuse dans le fait de tuer des gens, etc. Machin. La seule différence, c'est que Dexter, lui, tuait uniquement des méchants. Elle tue des gens complètement random. Un type qui l'aide pour réparer sa voiture, un passant, un truc comme ça. Poup, et hop, cette personne disparaît et on la revoit jamais les jamais. gens à réparer leur voiture, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, surtout si c'est une oursonne d'1m80. Voilà. Mais il y a un truc qui est vachement attirant dans ce comics parce que elle va mener l'enquête parce qu'elle est très très curieuse. Elle veut savoir qui est ce deuxième tueur dans sa ville parce qu'elle dit statistiquement qu'on soit 2 tueurs en série dans la même ville, c'est quand même complètement improbable, quoi. Même si personne ne sait qu'il y en a déjà, évidemment. Donc voilà, c'est pas le truc très original, c'est pas un scénario qui nous ferait relever la nuit, mais il y a un truc qui m'attire vachement. Et je pense que le dessin, le côté très doux de l'univers, moi j'adore tout ce qui est horrifique, j'adore tout ce qui est mignon, donc paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Que donc, dire de plus donc pour moi, celle-là. c'est oui. Alors pour information, ça marche du tonnerre. D'accord. Moi, début janvier, j'étais allée voir ma crèmerie préférée à Paris, ma boutique de comics, en leur disant « Oh, bah, j'aimerais bien acheter les issues 2 et 3, parce que j'avais acheté la première, pour me faire une petite collection. » Elle m'a dit « Ah, mais attends, ça marche du tonnerre, j'en ai plus. Ils sont pas sûrs de les rééditer parce que à chaque réédition, ça part comme des petits pains. D'accord. À l'époque, elle savait pas s'il allait en avoir un 4e parce que les informations fuitaient pas parce que c'était le bordel. Ils s'attendaient tellement pas au succès que c'était le bordel. Et là, j'ai reçu un appel il y a 2 jours de cette même librairie qui me dit « Coucou, l'épisode 4 est sorti. » Ah, Parfait. parce qu'on Et- sait si c'est censé être ongoing, si c'est censé s'arrêter, ou c'est Alors, pas clair du tout. c'est un- Sur Amazon, c'est indiqué 6 épisodes. Ok. Donc je sais pas s'il y en aura plus. Peut-être qu'il y aura pas vocation checké. à avoir des suites ou quoi, mais en tout cas, on devrait en avoir au moins 6. Ok. Et donc ça cartonne, et c'est un grand oui. Et pour moi, c'est un grand oui, et je pense que je vais gentiment attendre, parce que du coup, ça a l'air d'être compliqué d'avoir les issues. Donc je vais attendre que ça sorte en cartonné, En comme on cartonné. dit. Un bon Voilà. vieux TPB des familles. Donc je serais curieuse de savoir ce que mes petits camarades en ont pensé. Oui, et moi aussi, on va commencer par Mata perdu Matic. Je m'entraîne, hein. Et en plus, tu me regardes avec un regard. Ouais, je suis là, parce très qu'en intense. fait, je mouline en même temps, je me refais le. Alors c'est mathématique, faut savoir- mais il a perdu les mathématiques. Quand j'en présente, tu sais, il faut le regarder dans le blanc des yeux. Tu regardes pendant 2 secondes, tu sens qu'il va venir vers toi. Tu le sens, c'est comme un animal qui a sa proie, gauche-droite, et là, il a sa toi. Vas-y, Matt. Moi, je m'étais arrêté sur l'information que c'était une ongoing et que la 4 n'était pas encore sortie parce que je crois que la diffusion des 1, 2, 3 est quand même très éloignée entre elles. Bah, petit côté background, Lux voulait faire la review effectivement il y a quelques temps, mais la 3 ne sortait pas en fait. Donc, Ouais, on ils était un peu avaient bloqués, prévu pour début février, finalement ça a été reporté en mars, etc. Donc c'était vraiment dans le côté, comme je disais, c'était le bordel, et du coup, même au niveau des éditeurs, les librairies ne savaient pas. Ok. Et là, on nous annonce que le TPB est annoncé pour août. Merci pour l'information, Geekos. D'accord, donc ça devrait aller vite. Ouais. je crois que c'est lancé. Ouais. C'est Bah, à penser. le ongoing me faisait un peu peur parce que je savais pas trop où est-ce qu'on allait. Ça a l'air de savoir où est-ce que ça va, mais savoir si c'est en 6, en 8, en 15, c'est encore autre chose. Le fait que ça s'arrête au bout de 6 issues, je pense que c'est très bien, parce qu'au bout de 3 issues, on avance déjà pas mal. On a exactement ce qu'on veut. Tu parlais de Dexter, moi ça me fait aussi penser un peu à Desperate Housewives, parce que Samantha, donc notre héroïne méchante, va enquêter, et en fait va enquêter sur sur des voisins, sur des personnages, et eux-mêmes ont des secrets, il y a une histoire un peu glauque avec une sorte de cadavre dans le placard. Donc c'est Et pas que dans le placard. ouais, pas que dans le placard. Et donc en fait c'est vraiment très très chouette parce que ça contraste beaucoup avec ce côté, comme l'a dit Lux, côté très doux de ce dessin. À noter que le lettrage est aussi fait par la même personne que The Cull, c'est-à-dire hop, je vais retrouver le nom, Hassan Osman El Laou. Donc il taffe bien parce que je trouve le lettrage beaucoup plus intéressant sur Beneath the Tree que The Cull. Un truc que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'on commence à s'immiscer petit à petit dans cette paranoïa qu'a, parce que évidemment une mort assez spectaculaire dans la première issue fait que on a nos personnages secondaires qui commencent à être un peu paranoïaques, savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi. La fameuse réunion de mairie avec des gens qui c'est un scandale. Exactement. Ouais. Et ce qui Où sont passés nos impôts? Ah non, Exactement. Et ce qui rentre encore plus dans l'immersion de ça, c'est qu'à chaque début d'issue, on a une page du journal local.
où on revient un peu vite fait sur ce qui s'est passé avant. Dès la première, on a la préparation de la fête qui est en train d'arriver. Et c'est très très chouette parce que je trouve que c'est un beau packaging pour rentrer dedans. Et je trouve que ça fait vraiment un tout quoi, avec Beneath the Tree, entre le dessin, la mise en page, l'écriture qui est très chouette, les personnages qui sont... même Samantha, elle reste un peu attachante et elle est intéressante à suivre, et elle n'est pas non plus toute puissante. Elle se fait avoir 2-3 fois elle se fait surprendre. Donc moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, et j'ai hâte de la voir en VF et de lire ce que ça va donner. Bien, je suis en train de feuilleter en même temps parce que moi je l'ai pas lu. C'est trash, hein. Quand ça part dans le trash, ça part bien dans le trash. Il y a une super planche une pleine page de découpage. Elle est, elle est incroyable. Ouais. Elle est incroyable. Une sorte de leçon d'anatomie. Exactement. C'est vraiment super. Ouais, je l'ai sous les yeux. Enfin, le contraste est vraiment très très intéressant. Ça donne envie, Regan. Est-ce que ça t'a donné envie aussi? Oui, c'était plutôt sympathique. Mais il a dit Florence, c'est pas son truc. Excusez-moi. Donc déjà, effectivement, c'était plutôt sympathique. Alors, pour vous dire, je m'étais noté la première ligne comme tout le monde, Dexter au pays des petits malins, bien sûr, hein, évidemment. Ça n'essaye pas de faire semblant, de toute façon. Hein. Y a un truc qui me fait bizarre sur la lecture, c'est que les animaux anthropomorphes, j'ai pas trop de soucis. Mais là, vraiment, visuellement, on a l'impression que c'est un humain avec une tête de nounours. Genre, ça se trouve, c'est le village des mascottes Disney. Non, mais voilà, il y a vraiment ce côté, une tête en peluche rajoutée sur un corps classique derrière. C'est des furies. Ouais, mais c'est un petit côté furie. Alors, c'est très bien dessiné, pas de souci, mais ça fait ce petit côté un peu bizarre. Et se rajoute, mais ça, c'est valable dans toutes les séries avec des animaux anthropomorphes. C'est toujours très compliqué de voir des animaux passer devant une boucherie, tu vois, par exemple. C'est... je sais pas. Ça fait partie de l'horreur, je pense. Je pense qu'ils s'en profitent, du coup, effectivement, notamment avec un personnage de cochonne dedans. Mais en dehors de ça, c'est pas très gênant, mais c'est un peu ce côté un peu bizarre qui aide au côté horrifique. Visuellement, alors sans atteindre un Tyler Crook, bien sûr, c'est très sympa. Ça aide à cette ambiance effectivement dissonante entre les jolies couleurs aquarelles et le carnage visuel que peuvent faire certains personnages dedans. Donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt sympa. C'est sans prétention par contre, très clairement. Enfin, je veux dire, on l'a dit, hein, vous l'avez déjà lu cette histoire, hein, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu dans des séries, de ce côté-là, il n'y a pas rien de nouveau, mais c'est bien raconté, c'est fluide. On disait, c'est important sur ce genre de série d'avoir un passing qui tient la route. Donc c'est pas un immense oui, mais c'est un vrai oui. Oui, j'ai passé plutôt un bon moment et ça se recommande, je trouve. Encore une fois, par contre, comme l'a dit Lux, pour lecteurs avertis à n'en pas douter. Très bien, donc Beneath the Trees Where Nobody Sees, c'est un grand oui. Oui. Pour tout le monde. Absolument. Il y a un voilà. petit oui, mais qui est un vrai oui. Si on aime... Ah oui, alors il y a deux petit grands oui et un petit oui, mais qui est un vrai oui. Tout à fait. Attention, il faut être précis. Hein. Oh là là. Très bien, c'est publié chez IDW et j'ai oublié de le dire. ça devrait être en 6 et on espère que les dernières issues vont sortir plus rapidement que les premières. C'est très bien. Bon, alors qui c'est qui nous reste ? Bonne question, je ne sais pas. Alors, on va passer à la dernière chronique. Regan. Donc là, normalement, si on était avec montage, il y aurait un bruit qui ferait quelque chose du genre... Voilà. Et... On l'a pas, ça, le On l'a pas en stock. Tu l'as pas, le... On n'aura pas mieux. Hein. Donc, ce soir, je vais vous parler de Transformers 2023, QV 2023, qui cette fois-ci est chez Image / surtout Skybound, qui, j'en parlais tout à l'heure, mais qui était plutôt historiquement chez d'autres éditeurs. C'est une ongoing. On en est à 6 numéros. Il y a d'ailleurs un numéro FCBD qui est annoncé, qui risque d'être assez sympa. Au scénario, dois-je le présenter ? je le dis en rigolant parce que oui, effectivement, je vais le présenter. Daniel ou fucking Warren Johnson. Non, on n'est pas de parti pris. Non, c'est pas le genre de la maison qui nous a donné des merveilles comme Extremity, comme Beta Ray Bill, comme Do a Power Bomb, etc. Murder Falcon. Murder Falcon, tout à fait. qui est initialement un scénariste
et un dessinateur, pardon, justement, et qui ici va aussi opérer en tant que scénariste sur ce relaunch de Transformers. Je me suis perdu. À noter qu'on vient d'apprendre, il n'y a pas très longtemps, que malheureusement, côté dessin, il n'ira que jusqu'au numéro 6. Il va rester au scénario, mais pas au dessin. Et c'est George Corona qui prendra la suite, qui est pour le coup connu des services et qui est plutôt une bonne nouvelle, qui est d'apprendre la suite, parce que c'est la personne qui nous avait donné Middle West, côté dessin, et qui, effectivement, tient plutôt la dragée haute, effectivement, côté dessin, et qui en a vu les premières planches, et qui apparemment, en plus, a envie de se donner à fond, ce qui, en général, fait plaisir. Ah ouais, j'aime beaucoup. Et côté couleur, parce que c'est assez important, donc on a Mike Spencer qui travaille très fréquemment avec Daniel Roy Johnson. Et côté lettrage, Russ Wooton qui a fait notamment du Invincible, du Daily Class, il travaille pas mal avec Skybound, etc. Donc, Transformers. C'est quelque chose quand même. Alors les vieux. Ça va bien. Spike Witwicky rêve d'étoiles. Mais difficile de partager ses ambitions d'astronaute avec son père, Sparky. Oui, les noms, ça s'invente pas. Soyons parfaitement clairs, ça ne s'invente pas. Qui cherche à noyer ses traumas et ses pertes au fond de nombreux vers, malheureusement. Le sujet semble en effet délicat après la disparition de son autre fils. Mais ça, en tout cas, on n'en sait pas plus initialement. Du coup, il compte sur son ami Carly pour partager sa passion. Et au bord d'un van du plus bel apparat avec une peinture en mode fantasy, bien ambiance 80, c'est parfait, c'est parfait. Il est splendide. Il est splendide. Ça fait penser d'ailleurs un peu au film d'animation, je viens de le perdre, avec les deux frères. En avant. Merci, en avant, pour le van. Donc ils partent pour la montagne, mais au lieu de nébuleuse, un tremblement de terre va les confronter à ce qui semble être un gigantesque vaisseau écrasé, et je pèse mes mots. Tremblement de terre qui n'a apparemment en fait rien de naturel, quand ils vont voir débarquer Jetfire, fraîchement réveillé, directement depuis Comic Sootcast 212. J'allais poser la question. Mais oui. Et donc, effectivement, pour contexte, pour nos auditeurs qui n'auraient pas écouté cet épisode, nous avions review un titre qui s'appelle Void Rivals, dans lequel mon confrère et si présent, Jean, qui avait essayé d'ailleurs de ménager la surprise autant que faire se peut, nous disait qu'un vaisseau transformable apparaît dans cet épisode qui s'appelle Jetfire et a l'air de se réveiller après des milliers d'années, en tout cas des centaines d'années, tout poussiéreux, etc. Et il se barre instantanément, on n'en voit rien d'autre dans Void Rivals. Alors, pour nos plus jeunes auditeurs, Jetfire, oui. C'est un Transformers comme on dit. Avion. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait de Void Rivals ? Il allait directement sur Terre pour essayer de réveiller ses amis, puisque quand il a quitté la planète Cybertron, on apprend qu'apparemment, il y a eu des décennies, voire des siècles qui se sont écoulés. Et quand l'ordinateur de bord, donc Télétran premier, commence à reconstituer les différents personnages inanimés qu'il y a dans le vaisseau, il commence par reconstituer un certain Starscream. Alors encore une fois, je sais que ceux qui connaissent les personnages vont forcément avoir des étincelles ou des éléments qui vont leur popper en tête, mais je continue pour que les autres découvrent au fur et à mesure. Et il va vite découvrir que ce Décepticon qu'il ne connaît pas signifie quand il abat froidement un Autobot encore endormi devant lui. Parce que comme je disais, effectivement, Jetfire était parti depuis des centaines de milliers d'années et du coup, il n'était pas au courant des dernières évolutions sur Cybertron. Cybertron qui étant la planète des Transformers. Animant aléatoirement donc différents personnages, donc il anime un certain Optimus, un certain Skywarp, un certain Ratchet. Oui, je fais du name dropping, oui, je me permets. Soundwave, etc. Et une bataille commence à s'engager entre ces différents personnages à la défaveur des Autobots, puisque malheureusement, c'est pas les premiers qui se sont fait réveiller. Mais bon, ça c'est pas de bol, on va dire. Mais Carly et Spike, qui sont donc témoins de toute cette scène gigantesque à tour d'eux avec des géants qui se mettent des mandales dans la tête, vont faire pencher la balance quand ce dernier, donc dans Spike, permet aux Autobots de fuir avec leurs compagnons encore hors service, mais sans pour autant partir, sans tirer sur Télétran et couper du coup la reconstitution des Transformers. Donc ça met un stop, donc on n'est avec que quelques Transformers qui sont reconstitués, côté méchant et côté gentil.
Donc les deux camps reformés mais affaiblis vont se confronter évidemment à ce nouveau monde, à leurs habitants. Donc on part de zéro, comme vous le comprenez, hein, comme s'ils n'avaient jamais atterri sur Terre et comme si ça ne s'était jamais Oui, produit. c'était- Oui, j'ai oublié de le préciser. Oui, parce que J'allais venir à cette question. Est-ce que c'est censé être dans la continuité des dessins animés ou des anciennes c'est pas ou dit des clairement, anciens mais comics c'est sous-entendu que c'est un reboot. C'est un Ouais, reboot. parce que là, C'est il- sous-entendu que c'est un reboot. Parce qu'on pourrait aussi imaginer que c'est genre des siècles et des siècles et des siècles plus tard, genre, tu vois, comme un renouveau, comme en mode... Mais déjà, comment oui. ils expliquent comment ça se fait que des robots qui ont des siècles et des siècles et des millénaires, ils ont la forme de véhicules Oui, alors j'essaie de faire vite, mais en fait, la première chose que fait Jetfire en arrivant, il a repéré le terrain et dans Télétran, il rentre les données pour que lors de la résurrection, il puisse se camoufler. Oui. Donc Jetfire dit, bah tiens, voilà tous les véhicules qui peuplent cette planète, tu pourras les réveiller et leur fournir ça. Oui, mais Jetfire dans Void Rivals, il avait déjà la forme d'un avion, non? D'un avion Il est terrien. plutôt d'un vaisseau spatial, voilà. Ouais. Après, Ouais. c'est toujours, on le sait, hein, c'est toujours un peu le problème. Bref, Mais bon, bref, on est pour répondre. on est clairement sur à un la question, reboot, on est sur un reboot. effectivement, à proprement parler. Donc vous pouvez commencer sans rien connaître, même si les noms que j'ai cités parleront à certains d'entre vous. Donc les deux camps sont refermés mais affaiblis, ils se découvrent ce nouveau monde, ils ont en plus besoin d'énergie qui s'appelle donc l'énergone, qui leur permet de survivre et de potentiellement ranimer leurs compagnons qui sont toujours HS à côté. Mais la planète donc ne manque pas de ressources et les Decepticons vont chercher à pas faire dans la dentelle, bien sûr, de leur côté, en s'attaquant directement à la première centrale la plus proche, en balayant les faibles humains d'un revers de la main, dont notamment Sparky, donc le père que je disais tout à l'heure, qui travaille à la centrale et va se retrouver donc face à ses traumatismes, puisque comme je disais, donc il avait connu la guerre et voir ses compagnons littéralement écrasés. C'est assez brut quand même. C'est pas. Explicite. Il y a du sang. Oui, c'est Il y a du explicite. sang, C'est explicite, on voit c'est tout. explicite. C'est- Donc pendant que Optimus va partager un peu les enjeux de leur situation avec le duo pour expliquer Cybertron, tout ça, les protagonistes savent qu'ils peuvent en finir une bonne fois pour toutes s'ils frappent vite et fort, que ce soit côté côté Autobot ou côté Decepticon, puisqu'il y en a très très peu qui se sont réveillés. Donc qui va frapper le premier, qui va s'en sortir? Mais ça vous le saurez en le disant. Voilà pour cette intro à ce nouvel univers Transformers. Alors en 2 mots parce que c'est un point important. Donc il y a un relaunch qui a été fait donc de Transformers qui s'accompagne de l'Energon Universe comme ils l'ont appelé et qui est censé aussi relancer d'autres séries de licences dont G.I. Joe, dont Cobra Commander, etc. Enfin, toute une... C'est en fait des séries qui abordent des personnages de G.I. Joe, de Transformers, etc. On a déjà eu donc Duke, Cobra Commander, Transformers, Void Rivals, du coup, puisque ça... Mais qui, du coup, est pour le coup. Qui pour l'instant reste dans soi, mais il a, si tout va bien, il y avait des races extraterrestres qui viennent directement de l'univers Transformers dedans. D'accord. Et donc tout ça va se partager, se recouper, etc. au fur et à mesure du temps. Et il y aura plein de clins d'œil pour ceux qui ont les références des différentes licences des deux côtés. Donc comme je disais, IDW, donc, qui était à la base l'éditeur privilégié côté licence, donc c'est eux qui faisaient tous les produits à licence tirés de jouets ou de tout ce que vous voulez, enfin de marques fortes, genre Power Rangers, tout ce que, etc. Je vous avoue que moi à la base, je suis pas vraiment fan de produits de licence. C'est pas ce qui m'intéresse dans les comics. Je vais rarement vers ce genre de produits. Il y a quelques exceptions, il y a quelques Star Wars qui m'intéressent, etc. Mais globalement, voilà, si j'ai pas envie spécialement de lire des comics sur les maîtres de l'univers, etc. Il y en a des bons, je précise tout de suite, mais c'est juste que c'est pas vers ça que je vais me. Il y en a des biens. Oui, il y en a. Maître de J'en peux l'univers. confirmer. Ah non, mais Maître de l'univers versus Cosmo 4, c'était un excellent comics pour le coup. C'était drôle. Mais bon, C'était bref. drôle. Oui, c'était très, très, très sympa. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça? Donc, au-delà de cet univers partagé, surtout comme tu l'as dit, dans Void Rivals, c'était littéralement une page. Hein. Donc, il reste tout le reste à découvrir. J'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est fun, dans le bon sens du terme. Daniel Rowe Johnson a un vrai talent pour donner un souffle épique, évidemment, à sa narration. Hein, c'est sa grande force de ce côté-là. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Daniel Johnson a peut-être un petit peu tendance à rester dans ses terrains connus,
à faire des choses qu'il aime bien, etc. Et pas trop expérimenté, je trouve, même si c'est excellent. Et je trouve que d'être sur une licence, ça le force un petit peu à faire des choses qu'il n'aurait peut-être pas fait de son côté s'il avait été seul. Comme quoi? En fait, au niveau des personnages, etc., il est obligé de développer toute une galerie de personnages qu'il ne fait pas forcément dans ses comics habituels. Donc franchement, c'est plutôt cool. Alors certes, l'univers ne va pas parler à tout le monde Transformers, mais sincèrement, jetez un coup d'œil. Ne préjugez pas sur le fait que ce soit Transformers, jetez un coup d'œil. Visuellement, autant vous dire que ça tabasse. Hein. Ça. Voilà. En plus, on sent le passif de Do a Power Bomb. Clairement. Parce que du coup, c'est pas un spoiler, mais parmi les scènes de fight et de combat, il y a des prises de catch dans tous les sens et c'est un régal. C'est super fun au niveau de l'animation, de que ça donne, etc. Le 3 nous laisse sur un bon gros cliffhanger, soit dit en passant, au niveau personnage, qui donne clairement envie d'aller jusqu'au bout de l'arc. Comme je disais, le titre est particulièrement accessible. C'est que vraiment, vous n'avez besoin de rien connaître sur Transformers, même s'il y a des clins d'œil pour les anciens. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Donc moi, c'est un vrai oui, pour le coup. Ça reste du gros robot qui se tabasse les uns sur les autres. Mais je trouve que le travail fait sur les personnages, ça se développe. Alors, je vais continuer un petit peu à aller jusqu'au 4 ou au 5. Il développe quand même, comme je disais, les personnages. Il essaye d'aller un peu plus loin avec la partie humaine, etc. Donc franchement, je trouve qu'il y a un gros potentiel. C'est vraiment très sympa, c'est fun. Et j'ai passé vraiment un bon moment, tout simplement, quoi. Un très bon moment donc du côté de Regan. Et je vais passer la parole à Luxbox. Alors moi, je serais un petit peu plus modérée. Je le sentais. Non, mais en fait, je le dis souvent, ça devient un peu ma marotte, mais je ne suis clairement pas la cible. Voilà. Parce qu'en soi, c'est pas de mauvaise qualité. Hein. Le dessin me plaît pas, mais il est chouette quand même. L'histoire m'intéresse pas, mais je pense que ça peut être bien. Moi, je vais être honnête, j'ai survolé à partir du 2e. J'ai passé les pages, etc. J'ai vu des gros robots qui se tapent dessus, j'ai vu des humains avec des flingues qui ressemblaient à des G.I. Joe, et là je me suis dit, ok, c'est pour les enfants ou c'est pour les vieux fans? Dans tous les cas, je ne me sens dans aucune de ces catégories. Et voilà, mais c'est pas pour autant que c'est pas bien. Hein. Voilà, c'est juste que je pense que ça m'intéresse pas. Très bien. Voilà. Très bien. Mais, de toute façon, il en faut pour tout le monde. Et donc de bonne qualité, mais c'est pas du tout ton univers. Exactement. Très bien. Et toi, Mata Perdumatique? Moi, je vais être dans la lignée de Regan. J'ai adoré. Ok. Vraiment, quand j'ai commencé à le lire, il n'y avait que 5 issues. Donc la 6e doit être assez récente. Ok. Et en fait, je les ai lus d'une traite. Je me suis pas forcé à lire comme The Cult tout à l'heure. Okay. Je me suis dit, on va aller voir ce que ça donne. Là, c'est une ongoing. De toute façon, c'est pas prévu de s'arrêter avant un petit moment. Mais ça m'a totalement emporté. J'ai été très, très agréablement surpris par le dessin. Je m'y attendais un peu parce que j'avais déjà lu Do a Power Bomb. Très étonné de voir des Transformers faire du catch. C'est génial. Un plaisir. Moi, déjà, vous me l'avez vendu là. Bah oui. Et en fait, ça se sent. En plus, ce que je trouve assez incroyable, c'est que pour des animaux de métal, Daniel Warren Johnson utilise beaucoup de courbes en fait. Quand ils se battent, c'est vraiment de la courbe. Et c'est pour ça que Jorge Corona, quand il va arriver, il va aussi se faire plaisir parce qu'il a un dessin quand même assez souple. Et moi, ça m'a vraiment étonné. Et c'était peut-être une des problématiques qui pouvait apparaître pour lui, parce que c'est des robots en métal gigantesques. Comment dynamiser tout ça avec son style qui est quand même assez souple? Et finalement, en fait, il s'en fiche. Il le fait, c'est ma sauce. Et je vais vous montrer pourquoi ça va être super bien. Ah bah ouais, hein, c'est super bien. Hein. Il y a une scène. Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'en termes de climax, il arrive encore à amener encore plus loin. Franchement, ça marche. Ouais. Il y a une scène où Optimus Prime sort une petite hache d'énergie. Tu te dis, oh là là, ça va envoyer. D'un coup, il perd son bras. Tu te dis, oh, c'est dommage quand même. Pas de souci, je prends mon bras et je tape dessus. Je tape avec des gens dessus. Oh, c'est génial. Je suis client absolument de ça. Il y a les Decepticons sont incroyables. C'est-à-dire qu'ils foutent le bordel partout. Pour ceux qui connaissent Starscream,
Mais c'est tellement lui. C'est vraiment, il y a Quelle petite enflure. Ça on en voit dans tous les sens. Il y a une vanne que j'adore, parce qu'à un moment, il y a un combat avec des humains, les humains savent pas sur qui réellement tirer, et Tarkin dit, ils ne sont pas que faibles, ils sont aussi stupides. Et ça, je trouve ça parfait, parce que ça arrive vraiment en plein milieu d'un combat où tu dis, mais pourquoi ils sont aussi bêtes? Et t'as le méchant qui dit exactement ça, et c'est génial. Là où je suis encore plus impressionné, c'est sur cette impression d'immensité. On parlait du vaisseau qui est immense, et je trouve que la planche du vaisseau. c'est un des trucs les plus réussis, c'est qu'on a vraiment l'impression d'avoir des Transformers énormes avec des humains tout petits, des humains fragiles, un monde fragile. Il y a une scène, c'est le début de la deuxième issue qui est à la fois drôle et à la fois touchante, parce qu'il arrive à développer à la fois Optimus Prime et le personnage, donc Spike. C'est-à-dire que on a Optimus Prime qui dit oh là là mais ce monde est fantastique, il est beau, mais il est beau, il fait un pas, je croche la biche, merci au revoir, et il la reprend dans les mains, il fait oh je voulais pas faire ça, etc. Et donc on apprend un peu ce côté Optimus Prime impressionné par ce monde, mais il comprend qu'il est aussi très sensible, et Spike qui comprend que ce monde-là il est pas fait pour les Transformers, c'est pas pour autant qu'il est méchant et qu'il va pas les aider, et tout est super, tout est vraiment super, et par contre les humains c'est vraiment de la chair à canon quoi. Ça prend cher. Ça prend très très cher, et il y a un moment où il y en a un qui arrive à s'en démarquer, et c'est là où on fait un peu un lien avec on n'en dira pas plus. Voilà, avec le Energonverse, mais j'étais assez impressionné. À suivre, moi je pense que j'essaierai de lire le reste, clairement. J'espère que ça va pas trop s'entremêler avec les Energonverse, même si je pense que c'est l'objectif un petit peu à un moment. Après, de ce que j'en comprends, j'ai pas lu ni Duke ni Commander. Si, voilà, je l'ai lu. J'ai pas l'impression pour l'instant qu'ils forcent les liens. Après, vous savez comment ça va marcher. Il va y avoir un crossover à un moment donné ou un event où ils vont pouvoir tous se mettre ensemble. Mais je pense qu'ils vont quand même maintenir des vraies séries avec des vrais enjeux propres à chaque série, je pense. Est-ce qu'on a des infos sur la sortie française? Oui, je vous confirme que c'est validé chez Urban Comics. Oh ouais. Eh oui, c'était pas gagné parce que on s'attendait plutôt à Delcourt. Tout ce qui est Skybound, c'est plutôt Delcourt. Mais Delcourt a jeté l'éponge sur moi à cause du prix. Et donc, c'est Urban qui récupère la tombale et ça arrive tout bientôt. C'est d'ici juin. Voilà. J'ai plus les dates exactes en tête, mais avril, mai, juin, ça va être mai, je crois, si pas de bêtises. Des albums de 6 numéros. Et donc, ce seront effectivement donc, VOD Rivals et Transformers qui sortiront en premier, mais ils publieront bien l'ensemble de l'Energonverse, avec comme un classique, hein, donc 4 ou 6 numéros, on sait pas encore, ça on doit savoir, mais j'ai plus en tête, effectivement, de TPB avec ce qu'il y a là-dedans. Et je voulais quand même le redire, enfin, moi à la base, ce n'est pas spécialement ma cam. Hein. J'ai parfaitement conscience des faiblesses du dessin animé de l'époque. En gros, ne revoyez jamais les dessins animés de votre enfance à très peu de choses près. Voilà, c'est compliqué de s'y remettre. Mais franchement, c'était une super surprise. Alors forcément, avec Daniel Johnson, ça partait plus ou moins avec de meilleurs auspices que si ça avait été un autre auteur. Mais encore une fois, si l'univers t'accroche pas, en fait, c'est ça. Et pour le coup, ça marche vraiment bien. Et toi qui l'as continué, il y a vraiment des enjeux quand même. Ouais. Au-delà des Transformers, il y a des vrais enjeux qui sont mis en place, pas inintéressants. C'est toujours le plus dur avec les Transformers, c'est d'intégrer les humains dedans. Et ça réussit parfaitement à le faire. Et c'est vraiment très chouette. Ça, c'est bien. Et je vais exceptionnellement demander son avis à notre... Tu y as jeté un œil, XT, puisque tu aimes bien, toi, les grands robots. Mais il y a les robots américains, il y a les robots japonais. Ouais, alors... Et donc Non, Transformers fait partie des licences. C'est pour moi, c'est quelque chose qui m'est clairement antipathique. Mais genre, c'est quelque chose que je déteste à la première vue. Mais depuis que je suis gamin, pour le coup, c'est vraiment... Depuis gamin, je me souviens avoir eu un jeu Transformers. Et je préférais jouer avec tout sauf ça. En fait, je n'aimais. Très bien. J'ai bien fait de lui demander son avis. Et avec ce qu'on vient de dire, ça te tente pas? En fait, c'est juste le nom de Daniel Warren Johnson à la couverture, mais c'est tout. En fait, c'est le conflit de j'aime bien l'auteur, mais c'est vraiment un truc qui m'est vraiment antipathique, quoi. Bon, alors pour résumer, on va dire Transformers dans le nouvel Energonverse par Daniel Warren Johnson, c'est comme l'a dit Luxbox pour les enfants et les vieux fans, mais pas seulement, puisque enfin c'est pour les fans de Daniel Warren Johnson, en tout cas ça doit valoir le coup. Et Reagan, qui apparemment n'était pas un grand fan du dessin animé de l'époque, a quand même été conquis. Donc que vous dire? Mes amis auditeurs, auditrices, faites-vous votre propre avis. J'ajoute une toute petite info bonus sur Daniel Warren Johnson. Il est en train de faire un artiste édition de Extremity
avec Skybound. Oui, c'est Skybound, j'ai un doute. Enfin bref, en tout cas, non, IDW. Bref, peu importe. En ce moment aux US, et c'est de toute beauté. De toute beauté. Eh bien, merci pour ces reviews. Il y avait donc The Cull, c'était les Goonies en web-off. Très bon. Qui a été plutôt un accueil mitigé. Il y a eu Beneath the Trees Where Nobody Sees qui a été le titre finalement le plus plébiscité ce soir pour les amateurs de fourrure et d'étripage en règle. Et enfin Transformers de Daniel Warren Johnson pour les enfants et les vieux fans. On va passer tout de suite au focus. Mais avant de rentrer dans le focus, il faut quand même que je vous parle de l'événement de l'année. Évidemment. Voilà, oubliez les Césars, oubliez les Grammys, oubliez les Oscars, Les Pégases. les Pégases, oubliez tout ça, Les Molières. les Molières, oubliez tout ça. Car au mois de mars, le 30 mars, aura lieu la cérémonie des Bouilladors. Les Bouilladors où où l'équipe va décerner des bouillas d'or, les prix pour les artistes et les œuvres préférées. C'est une émission qui est enregistrée donc en public le 30 mars à Paris, au bar, rappelle-moi le nom du bar, Regan. Au Je vais bar te dire ça masqué. tout de Oui, suite. oui. Au bar. Chiche. Non, ce ne sera pas une soirée masquée. Oh mais si, vous pouvez venir déguisé. Ah oui, si vous voulez. Ce sera donc au bistrot de la Banque, rue Rougemont. Il y a une billetterie, si vous voulez Il y a une être parmi eux. billetterie, il reste de la place pour venir assister en direct à l'émission. Les Bouilladors, c'est toujours une soirée très sympa. C'est l'occasion. Une après-midi même, pour Une le coup. après-midi pour le coup. Oui, c'est vrai. Oui, c'est l'occasion de se rencontrer, de se voir en chair et en os et de passer un bon moment. Donc, si vous êtes dans la région parisienne, si vous pouvez venir dans la région parisienne, eh ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Les places sont limitées. Où est-ce qu'on peut s'inscrire, Regan ? Il y a un lien directement, c'est par Hello Asso, c'est un lien pour les inscriptions qui est disponible sur l'ensemble de nos réseaux sociaux Sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. et le Discord, bien sûr, si besoin. Si besoin. Et si vous ne pouvez pas venir, mais que vous voulez être partie prenante de cette soirée, comment sont remis les Bouilladors ? Par qui sont remis les Bouilladors ? Qui sont désignés ? Alors c'est l'équipe qui choisit les nommés, mais ensuite ce sont les auditeurs et les auditrices qui votent. Donc si vous voulez donner Eh oui, notre c'est avis, vous. pareil, les liens sur tous nos réseaux sociaux pour voter pour les différentes catégories. Il est Pour encore cette, temps de faire triompher vos chouchous. Oui, il est encore temps de faire triompher vos chouchous. Chaque année, ça se bataille beaucoup. Et il y a toujours des surprises au moment de la remise des prix. Je confirme. Donc n'hésitez pas. Regan, qui est par ailleurs huissier de justice, suit les votes au plus près. Est-ce que, Maître Regan, est-ce que c'est très divisé comme d'habitude ? Alors, certaines catégories sont très clairement très avancées, on va dire. Par contre, je vous confirme, il reste plein de catégories très très disputées encore au moment où on enregistre. Voilà, on dirait que tu es sur TF1, on dirait Nico sur TF1, sauf que pour nous, le vote est gratuit. Pas de SMS surtaxé. Pas de SMS surtaxé, vous pouvez voter gratuitement. Bon, eh bien, en tout cas, on espère vous y voir le 30 mars pour la cérémonie des Bouilladors. On va donc passer au Et focus. ils peuvent envoyer leur vote par SMS pour faire un don au Patreon. On y viendra effectivement au Patreon tout à l'heure. Voilà, tu m'as coupé, je sais plus où on était. Qu'est-ce qu'on disait ? Le focus. Le focus. Alors mes amis, qu'est-ce que vous avez choisi de beau ? Je sais ce que vous avez choisi de beau. Alors ce soir, Regan nous a dit en focus le plus grand comics jamais édité, jamais publié, jamais écrit. Donc voilà, alors est-ce que c'est En toute simplicité. En toute simplicité, est-ce que c'est un comics de super-héros ? Est-ce que c'est un comics Marvel, DC, Image, IDW ? Est-ce que c'est cosmique ? Est-ce que c'est Jack Kirby ? Rien de tout ça. Alors, Rien de tout ça. Le plus grand comics de tous les temps est sur un tigre en peluche et son enfant qui va avec. On va parler de Calvin et Hobbes. Et oui. Alors, Calvin et Hobbes, de 1985 à 1995, c'était un strip. Donc, ce qu'on appelle un strip, ce sont des bandes dessinées publiées en presse.
comme Peanuts, comme Mafalda, comme ce genre de choses. Donc en presse syndiquée, comme on dit. Alors on va pas détailler ce genre de choses, mais pour faire simple, c'est des accords pour que certains strips soient publiés dans plein de journaux à travers le pays et même en dehors du pays. Donc c'est la plupart des gros strips que vous connaissez, c'est comme ça qui sont publiés. Ce sera collecté plus tard chez Andrew et McPhail Publishing et en France chez Hors Collection dans des tomes, l'équivalent de BD en fait, en 18 albums. Et donc voilà pour ce qui est de la publication. Et donc c'est un comic strip qui a été créé par un certain Bill Watterson. Alors, ce bon vieux Bill. Donc, alors qu'il travaille sur un job de publiciste, Bill Watterson passe son temps libre à vouloir écrire des comic strips. Et donc, il fait des propositions, il essaye d'avoir des idées qui pourraient publier et avoir le suffrage des directeurs de publication des journaux. Et il va finir par tomber sur une idée d'un certain tigre qui sera accepté et qui va donc mener au plus grand comic strip de tous les temps, avec, pour être magnanime, d'autres bien sûr, comme Little Nemo bien sûr, comme Peanuts, comme je disais tout à l'heure. Mais vraiment, l'impact de ce comic strip est colossal. Donc le succès sera très rapide. Il ne se démentira jamais jusqu'à la fin de sa publication, couvrant jusqu'à 2400 journaux de par le monde pour 1444 pages de comics. 40 pages de comics, pardon. Il installera tous les personnages de ce comic strip en l'espace de quelques semaines, et ça ne bougera plus vraiment. Ce sera vraiment après des comics de situation, d'ambiance, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, on va vous parler du comics, mais Bill Watterson est un personnage très particulier et je pense que ça vaut le coup de s'attarder un petit peu sur ce personnage. D'abord, c'est une personne très discrète qui ne rêvait pas spécialement de gloire, qui va se battre pour rester dans son coin. Parce qu'il voulait partager évidemment ses créations, mais il ne voulait pas le star system qui pouvait potentiellement aller avec. Et il va se battre donc même juridiquement et renégocier notamment son contrat pour avoir le contrôle total de ses créations, donc Calvin et Hobbes. Donc la bataille juridique ira de 91 à 95. Il ira aussi s'éloigner des médias, il ne prendra plus d'interviews. Enfin, vraiment, tout ça ne l'intéresse vraiment pas. Il voulait vraiment faire ses créations. Il obtiendra d'ailleurs dans toutes ces guerres juridiques, notamment la fameuse page du dimanche. Donc aux États-Unis, c'est les fameux Sunday Comics. Donc c'est à la fête, il y a une page couleur en fin de journal, qui est d'ailleurs sur un format assez... Enfin, vous savez, on ne touche pas, hein, tout est carré, tout est réglé. Et lui, il voulait un certain format différent. Bon, pareil, je ne vais pas entrer dans les détails de cette fameuse pleine page. Et il suffira qu'ils disent, bon, ben, je vais arrêter de publier. Et évidemment, quand on a le comic strip le plus populaire au monde, ça fait suffisamment de pression, donc il obtiendra ce qu'il voudra. Et comme je disais, il récupérera bien les droits de ses personnages, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans l'industrie américaine. Et il fera d'ailleurs divers pauses dans sa carrière, jusqu'à conclure son incroyable run le 31 décembre 1995 par une phrase restée mythique, maintenant allons explorer. Alors, comment vous dire Calvin et Hobbes, Comment quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler. Je vais d'abord vous parler peut-être un petit peu de ce qu'est Calvin et Hobbes. Donc, c'est tout simplement effectivement un comic strip d'humour avec des personnages truculents, comme on dit. On peut peut-être présenter juste brièvement les personnages. Donc, on a Calvin qui est le jeune héros protagoniste de 6 ans, t-shirt rayé rouge et slip astronaute qui ceint son bassin, intelligent comme un diable et absolument intenable, d'une imagination extraordinaire et débordante. C'est par lui que nous voyons le monde qui l'entoure, et ses différents alter ego sont les sujets de prédilection que j'aborderai un petit peu après. Nous avons donc évidemment Hobbes, qui est son pendant, qui est son tigre en peluche, qui est très rapidement présenté comme
Comment dire, c'est son meilleur ami, c'est le pragmatique de la bande, fan de sandwich au thon, bien sûr, thon mayo. C'est lui qui comprend le mieux d'ailleurs le monde qui les entoure. Et comme on le verra dans les différentes étapes, la question de savoir s'il est vivant ou pas. Donc, les autres personnages, nous avons maman, papa, qui ne sont jamais nommés dans le comic strip. Pour faire simple, maman, parfois fatiguée de gérer la tornade qui est son fils, elle ne manque pas, elle non plus, de répartie et d'humour un peu cynique. Les chiens ne font clairement pas des chats. Et papa, bien sûr, la figure d'autorité, mais non dénué d'humour, pince sans rire s'il en est, qui aime bien faire tourner en bourrique son fils, et le titiller pour essayer d'éveiller son esprit et lui raconter des histoires improbables qui n'ont absolument aucun sens et qui fait hurler sa femme à côté, et sur l'origine des choses notamment. En personnage secondaire, on a Madame Wormwood, institutrice ayant la très lourde tâche d'essayer d'inculquer un peu de savoir dans la tête de Calvin. Et sa patience mérite clairement des médailles, et croyez-moi, il en faut. On a aussi Suzy Derkins, une fille. Eh oui, Et quelle fille. Et quelle fille. Forcément, la pire espèce pour Calvin, bien sûr, à cet âge-là. C'est sa voisine, et même s'il ne l'avouera jamais, sa deuxième meilleure amie, bien sûr. Elle ne laisse clairement pas malmener, lui tient clairement la dragée haute, quand il faut lui mettre le nez dans la neige. Elle est bien là, vous inquiétez pas. Il y a aussi des personnages un peu plus secondaires, comme Mo, la brute, littéralement, j'allais dire du lycée. La brute de la cour de récré, le bully de service, rien à en tirer, il descend à peine de l'arbre, on n'en fera rien. Avant que j'aborde un peu un des points importants de Calvin et Hobbes, qui sont ses alter ego, je vais préciser que Calvin et Hobbes, ça vient pas de nulle part. Calvin et Hobbes, ça vient de John Calvin, qui était un théologiste, et Thomas Hobbes, qui était un philosophe. Et ces choix ne sont pas faits au hasard du tout. Un des sujets principaux de Calvin et Hobbes, c'est au-delà des bonhommes de neige, etc., dont on parlera, il veut faire passer des messages vraiment philosophiques, littéralement, de fond, passionnants, touchants, toujours justes, avec toujours ce regard un peu, forcément un peu amusé de l'enfant de 6 ans qu'il y a derrière. Et vraiment, au tout début, d'ailleurs, l'éditeur avait un peu peur parce que c'était très pas adulte dans le sens où les thématiques sont assez la vie, la mort, qu'est-ce que la patience, Enfin, il y a vraiment des sujets hyper intéressants. Et les éditeurs voulaient juste des tartes à la crème, quoi, à la base. Et il y aura bien les deux, pour le coup. Donc oui, donc c'est effectivement un point très important de ce côté-là au niveau de ce que veut raconter le strip. Alors, de quoi parlent les strips globalement ? Comme je disais, plein d'alter ego, notamment. Donc, comme je disais, c'est un personnage qui a énormément d'imagination. Et il a donc des alter ego qu'on voit assez souvent et qui sont dépeints comme il se voit lui-même. Donc, quand il se prend pour, par exemple, Spiff, le cadet de l'espace, on voit un spationaute à bord de sa soucoupe en train de se batailler contre des extraterrestres avant d'avoir la case d'après, bien sûr, le retour à la réalité et de ce qui se passe vraiment. Et donc on a par exemple Spiff le spationaute qui est donc souvent en proie à des orgues de l'espace, qui fait un peu penser à Kid Paddle d'ailleurs, celui en passant, qui a été très certainement inspiré notamment de Calvin et Hobbes. On a quoi ? On a Stupendous Man, Hyperman je crois en français, qui est le héros à cagoule qui brave la vilainie de sa cité. On a Tresseur Bulette, le polar un peu noir avec son verre d'alcool, il n'y a sûrement pas d'alcool dedans, mais avec les enquêtes qu'il mène. C'est ces personnages effectivement principaux. Et après, il y a des thématiques qui reviennent souvent. La boîte en carton, parce que c'est un gosse, donc forcément, tu lui donnes une boîte en carton et un feutre, il t'en fait une machine à voyager dans le temps, bien entendu, j'ai envie de dire. Normal. Évidemment. On a le défi. Ah, le défi. En français, aka Gross en anglais, qui est un club réservé aux mâles, aux vrais, donc à Calvin et à son petit grand peluche, évidemment, et personne d'autre. Et voilà. Donc, défi, c'est pour dehors, énorme fille informe. Et grosse en anglais, c'est Get Rid of Slimy Girls. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ? On a son obsession pour les bonhommes de neige, qui sont de l'art, littéralement. C'est ce dont je me souviens le plus. Ah, c'est absolument fou. Et vraiment, ce qui traverse toute la série, c'est une imagination sans fin. Chaque strip est d'une intelligence folle.
C'est assez incroyable, les bonhommes de neige. J'en cite un parmi d'autres, mais à un moment donné, il commence à faire plein de bonhommes de neige d'affilée sur son allée, l'allée de sa maison. On comprend pas trop ce qu'il veut faire. Il commence à les faire saluer. Et après, on voit son père rentrer, sortir de la voiture et passer dans l'allée. Il voit tous les bonhommes de neige en train de saluer comme ça, en mode il sait que je déteste quand il fait ça, en mode l'autorité. Voilà, ce genre d'imagination débordante. On a bien sûr les descentes en luge et en chariot. Parce qu'effectivement, Bill Watterson tient beaucoup à ce côté nature, ce côté retour aux sources, entre guillemets. Il n'aime pas vraiment la modernité, etc. On a bien sûr le Calvin Ball, inévitablement. Donc c'est un jeu dont les règles sont de ne pas avoir de règles, d'abord, évidemment, et de ne jamais faire deux fois les mêmes choses. Voilà. Je vous laisse imaginer les parties que ça peut donner. On a bien sûr, ça reste un gosse, les repas, hein, c'est pas bon, j'en veux pas, j'ai jamais vu, ça doit vous essayer de me tuer, ce genre de choses. On a les dinosaures, encore une fois, évidemment, c'est un gosse. Et autres bombes sucrées et autres magazines chewing-gum qu'il adore et qu'il collectionne. C'est un univers foisonnant, tout en restant simple, comme je disais, très peu de personnages, très peu d'événements, on va dire, mais qui m'a marqué, littéralement. Je les ai lus il y a fort longtemps. Non, vous n'aurez pas de date. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? C'est si vieux. Et pour vous donner une idée, quand je lis, je suis assez... je lis. Je suis mort de rire dans le métro, devant tout le monde, à pouffer de rire en lisant ce genre de choses. Il y a des strips qui m'ont marqué à vie, tellement c'était drôle, tellement c'était touchant, tellement c'était intelligent. Et ça, c'était super intéressant. Et vraiment, il faut s'imaginer que, donc au-delà de moi, hein, j'en parle de moi, mais ça a touché des générations et des générations d'auteurs, de dessinateurs. Énormément de gens se réclament de Calvin et Hobbes, etc. Et juste pour finir, avant de laisser la parole à mes petits camarades, je voulais rappeler, du coup, comme je disais, donc Bill Watterson n'a jamais cherché la gloire. Et vous allez me dire Calvin et Hobbes, tout ça, mais on n'en voit pas plus que ça, à part le comics qui est disponible en VF, comme je disais, mais pour la bonne simple raison que Bill Watterson a toujours refusé, puisque j'avais dit qu'il a récupéré les droits, d'avoir le moindre produit dérivé, ou quoi que ce soit. Son œuvre, c'est son œuvre. On peut la lire, on peut l'apprécier, mais il a toujours refusé de monnayer l'image de Calvin et Hobbes, qui sera toujours un enfant de 6 ans, fort bien intentionné. Et je terminerai donc, alors est-ce que Hobbes existe ? Donc je vais répondre à cette question pour ma part. J'ai envie de vous dire bien sûr qu'il existe, puisqu'il existe pour Calvin de toute façon. Merci. C'est beau. Merci C'est pour mignon. cette présentation, Regan. Qui veut prendre la parole Ouais, je vais y aller. Vas-y. Déjà, je voulais dire que c'était très touchant la manière dont on a parlé. Ça se voit que ça t'a vraiment touché. C'est pour ça que je voulais savoir ton âge. Non. Moi, j'ai pas le même attachement à Calvin et Hobbes, même si c'est très connu, évidemment. Moi, ma mère, elle lisait Mafalda. Donc, j'ai commencé avec Mafalda Très, sur très le bien truc, aussi. c'est Très bien super, aussi, mais qui est encore moins enfantin. C'est là où je veux revenir un peu dessus. Mafalda, c'est quand même assez... Par moments, elle fait pas enfant, quoi. La manière dont elle résonne, etc. Et moi, j'ai grandi avec Titeuf, Cédric, plus de mon âge, voilà, 12 ans. Tous héritiers. Voilà, exactement. Et oui, clairement, Kid Paddle, tu parlais tout à l'heure de mais Kid Paddle, clairement. mais c'est clairement ça. Et Titeuf, même, c'est au début, ce n'est clairement que une évolution de Calvin et Hobbes. Cet enfant insupportable. Il est insupportable, Calvin. C'est un enfer. On en mais- rigole, mais le vivre, ça doit être quelque Ah chose. là là, hein. mais les parents, ils ont une patience. Et c'est ça qui est encore plus fou, c'est que ces parents-là sont aussi attachants d'une certaine manière. La mère est très attachante, elle a vraiment une vraie tendresse, alors que les 3 quarts du temps, elle lui crie dessus. Mais parce que c'est mérité aussi. Et voilà. Non, vraiment, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. J'ai adoré lire ça. Alors, j'ai essayé de rattraper les 10 ans. 10 ans à un strip par jour, ça devient compliqué. Et je pense que c'est exactement ça. Il n'y a pas de fil rouge d'ailleurs. Il n'y a pas de fil rouge. Mm. Ça, on en reviendra aussi. Je pense que c'est ce qui est un peu pas dommage, mais ce qui est difficile en fait à suivre. Ça ne se binge-watch pas en fait. Enfin, ça ne se lit pas d'affilée d'une traite. Ça se savoure petit à petit. Parce qu'en fait, vu qu'il n'y a pas de fil rouge, au bout d'un moment, ça devient un peu redondant, cette formule de on a des strips. Il y en a certaines qui se répondent d'affilée et d'autres pas du tout. Et par moments, c'est un peu redondant. Parce qu'en fait, on suit les saisons et certaines saisons, à un moment, se ressemblent un petit peu. Encore une fois, il faut bien penser que c'était du strip. Donc on avait
une bande une fois par semaine, Oui. et on était censé le consommer comme ça. Sauf la bande du samedi, qui, on le voit dans les publications françaises, c'est une pleine page, et tu as un gag au bout de 2 cases, un autre gag au bout de 6 cases, et un gag de fin de case. Donc à part ça, effectivement, tout le reste est censé se lire un peu au fil de l'eau, quand on avait l'occasion, etc. Ouais. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et c'est là où en fait, moi, c'est pas, tu peux pas forcément décrocher rapidement. Ça se lit, ça se lit au fil du temps, et je pense que c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut peut-être reprocher un petit peu ce manque de fil rouge ou d'évolution. J'ai l'impression que les personnages n'évoluent réellement jamais. Et même il y a normalement sa relation entre Kelvin et Suzy. Suzy qui est, tu dis, sa deuxième meilleure amie, qui pour moi je la vois un peu comme son amour un peu caché, et qui est un peu ambigu, Oui, mais etc. il peut pas être amoureux d'une fille. Ah voilà, s'il te c'est pas plaît. possible, c'est pas possible. Mais ce qui fait que ça n'évolue jamais réellement. Et pour en avoir feuilleté un peu les 9e et 10e années, c'est toujours la même dynamique. Et je trouve ça un peu dommage parce que il n'y a pas d'évolution, et donc son personnage reste assez statique dans le temps, ce qui est quand même assez remarquable, parce que ça soit il y a 10 ans ou la première année ou le 5e bouquin ou le 5e volume, c'est toujours aussi efficace, et je trouve ça formidable. Pour la petite parenthèse, pour le fait qu'il n'évolue pas, effectivement, et je pense que c'est plutôt volontaire de Bill Watterson. Ouais, je me doute aussi. Parce que clairement, encore une fois, il a mis cette capsule d'innocence, cette capsule de parents, de nature, etc. Et il essaye de le laisser dedans. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, parce que ça n'a pas duré tant d'années que ça, comme je le disais, hein, donc il s'est dit, justement, vu que je veux laisser ces personnages dans leur période-là, je vais pas faire ça 40 ans, effectivement. Il a dit, j'ai raconté ce que j'avais à raconter, je m'arrête. Et pour terminer, ce que je trouve quand même assez remarquable, c'est que Mafalda, c'était un petit peu trop adulte par moment. Là, on est très enfantin. On a l'impression que c'est écrit par un enfant. Alors, il y a quand même ce regard d'adulte sur certaines thématiques, mais il y a vraiment des gags. Ça transpire l'enfance. Et c'est quelque chose que c'est les gens qui ont suivi. Je parle d'exemple de Titeuf, où on va prendre Zep, qui a grandi avec son personnage, et qui a fait grandir son lectorat avec son personnage, avec d'autres thématiques, avec le collège, le lycée, etc. Le fait d'avoir une petite sœur et une amoureuse. Là, il le fait pas. Et pendant 10 ans, ça veut dire qu'il a gardé cette âme d'enfant, et je pense qu'il l'a encore, parce qu'il est encore vivant. Cette âme d'enfant, il a réussi à ne pas changer. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire de Bill Watterson, je sais pas, mais en tout cas, c'est très réussi, et franchement, j'ai adoré cette lecture. Bon, super. Toi, Lux? Alors, moi, j'ai découvert Calvin et Hobbes au lycée, parce qu'on l'avait au CDI. Voilà. De mon côté, j'ai plutôt grandi avec les Peanuts, puisque j'ai une maman fan de Snoopy. Il y avait 2 Mais solutions. qui, pareil, pareil, non, c'est pas exactement pareil, mais cultive un peu ce côté, on met des enfants entre eux et on leur fait faire avoir des réflexions qui sont au premier abord, tout à fait innocentes, mais qui finalement ne sont pas si innocentes que ça. Et Calvin et Hobbes, c'est exactement le même genre de dynamique. Je me souviendrai aussi toujours du jour où je me suis dit, mais en fait, Hobbes, c'est pas un vrai tigre. Voilà, faisant renaître mon côté très premier degré. Même quand on le voit dans le premier strip, qu'il capture Hobbes avec un sandwich au thon, et on voit la peluche attachée par un câble. Ouais, mais je serais incapable de te dire aujourd'hui qu'est-ce que j'ai lu de Calvin et Hobbes, qu'est-ce que je n'ai pas lu de Calvin et Hobbes. Déjà parce que, on l'a dit, il y en a une tête à chier. Et puis surtout, c'est que je ne saurais pas te dire quel recueil j'ai pu lire, qu'est-ce que j'ai pu lire sur Internet, etc. Je me souviens aussi, au lycée, toujours, en terminale, on a utilisé des strips de Calvin et Hobbes en cours d'anglais. Oui, ça se faisait pas mal, effectivement. Voilà, pour traduire des strips de 3 cases ou imaginer dans les bulles, etc. machin. Donc c'est des petits strips par-ci, par-là, etc. Et en fait, ça fait réaliser la richesse de cette BD, même si c'est pas réducteur, c'est Non, c'est le une cas. bande dessinée. Hein. Voilà, ça fait la richesse de cette BD, en fait, c'est qu'elle est complètement intemporelle. Si tu prends ce qui a été fait, je sais plus quelles sont les années, 85-95. C'est ça. Voilà, 85-95. Bon. Désolé pour le coup de vieux, mais ça commence à dater un peu. Et si tu lis un strip de 85, si tu lis un strip de 95, en fait, aujourd'hui encore, il est vachement moderne. La lecture moi, ce que j'ai lu, puisque comme j'ai dit, je n'ai pas tout lu, donc peut-être que je me trompe sur certains points, mais il n'y a pas de références culturelles datées, ancrées dans le temps, qui font que un strip pourrait avoir un coup de vieux. D'ailleurs, c'est ce qui est marrant, c'est qu'il y a très peu de références à ce qui se passe dans l'actualité. C'est vrai. C'est plutôt des lieux communs, comme je disais, les dinosaures, la SF au sens très large du terme.
il y a très peu de l'événement du jour qui s'est passé à tel endroit. Il veut vraiment se détacher effectivement de ça, c'est clair. Et je pense que ça joue vachement sur le succès aujourd'hui de Calvin et Hobbes. Moi, dans mon entourage, le nombre de personnes qui me disent j'ai l'intégrale de Calvin et Hobbes ou je rêve de m'offrir l'intégrale de Calvin et Hobbes. Et c'est des gens de tous âges. Alors, pas forcément très jeunes non plus, mais parce qu'il faut demander à papa et maman, évidemment. Blague à part, c'est des gens de 25 à 60 ans, quoi, qui me disent mais moi, je connais Calvin et Hobbes et j'ai envie de les lire, j'ai envie de les relire. Et je trouve ça assez fascinant. C'est pas une BD pour laquelle j'ai un affect incroyable, mais j'en reconnais la qualité, je suis toujours contente de les lire, et même si je ne vais pas spontanément me dire tiens je vais lire un Calvin et Hobbes, c'est vraiment toujours un plaisir de l'avoir sous les yeux. Et tomber dessus comme ça aléatoirement sur internet, c'est toujours comme tu dis, c'est un plaisir. Mais oui, tu découvres, en plus très souvent tu ne les as pas lus, ces strips-là, donc c'est parfait. Surtout que c'est 3 cases, quoi. Tu mets une demi-seconde à le lire, donc c'est comme un petit bonbon. T'as à peine le temps de le mettre dans la bouche et voilà, il commence à fondre et c'est que du bonheur. Le Calvin et Hobbes, c'est ça. Calvin et Hobbes, c'est que du bonheur. C'est beau. J'ai rentré un petit mot sur le dessin, parce qu'on a un peu parlé de dessin. C'est très propre et de temps en temps, il se fait plaisir. C'est-à-dire qu'il en a sur la pédale, le Bill Watterson. Son trait évoluera un petit peu, mais pas tant que ça. Il a déjà globalement son trait presque définitif au début. Les traits de Calvin vont un peu s'affûter, genre les épis vont être plus denses, on va dire. Mais de temps en temps, il fait des planches incroyables. Mais genre, il a un niveau incroyable. C'est juste que... Moi, j'ai souvenir d'un tyrannosaure absolument... Alors moi, c'est pas le tyrannosaure, c'est l'abeille. À un moment donné, il est poursuivi par une petite abeille. Et évidemment, Calvin s'imagine un avion de chasse qui fait 3 fois la page. Et les détails visuels sont incroyables. C'est un détail, hein. Et il va l'utiliser toujours avec parcimonie. Il ne braque pas, quoi. Il n'en joue pas. Mais vraiment, c'est un dessinateur de folie qui sera toujours tout en finesse, quoi. Eh ben, Calvin et Hobbes. Allez-y, moi j'en ai lu presque tout, je suis pas sûr. Mais ça fait bien une vingtaine d'années et j'en garde un très très bon souvenir. Il y a quelques planches qui restent marquées, il y a quelques gags qui restent. Moi, c'est les bonhommes de neige, spécialement les bonhommes de neige. C'est vrai, j'ai ce souvenir aussi de prendre des claques certaines fois sur la profondeur des sujets abordés, où en 2 cases tu fais waouh, t'as ri et en même temps t'as pris un truc sur la vie, la mort, le sens de la vie. Tu fais, c'est clair. Sincèrement, je pense qu'il y a des choses qui constituent ce que je suis, qui sont notamment dues à certaines réflexions, pensées, lues dans ce comics comme dans d'autres. Hein, mais oui, hashtag ça fait réfléchir, quoi. Bon, eh bien, merci à Bill Watterson d'avoir fait de Reigen ce qu'il est. Et je pense que c'est une bonne façon de conclure ce focus. Et avant de passer à la dernière partie de cette émission, notre hors les bulles, je voudrais vous rappeler que Comics Outcast et plus globalement le vaisseau Hypersensas, qui est le label qui produit le Comics Outcast, se trouve sur tous les réseaux sociaux. Hein, tous. Alors, il y a Instagram, il y a l'inébranlable Bouya Comics Club sur Facebook, où même moi je ne vais plus beaucoup. Aïe, je manque à tous mes devoirs. Et sinon, allez-y les jeunes, citez Twitter, Blue Sky, Thread. Et pas Thread, quand je m'étais fait reprendre gentiment. Dans tous. On est mastodonte ? On a un mastodonte ? Donc, Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux si vous voulez communiquer avec nous, mais surtout encore mieux, vous pouvez nous retrouver tous sur le Discord du VHS, le Discord du vaisseau Hypersensas, dans une communauté, ma foi, fort sympathique et fort bienveillante, qui évolue dans une myriade de channels qui reprennent toutes les émissions. Je rappelle, hein, il y a Comics Outcast, il y a le Défaussé sur les jeux, il y a le Contrecast sur la pop culture en général, il y a 20th Century Toys de temps en temps sur les jouets, il y a la cartographie des chimères, il y a la cartographie des chimères pour les gens qui veulent écouter de la fiction. Il y a les grains de sable pour parler de Sandman aussi, il y a Cinécure, il y a C'est cool, c'est quoi, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'émission. Oula. Ah, si
Non, mais c'est intemporel, on peut les écouter mais n'importe tout à quand. fait. Il y a le comité sur la filmographie de Jean-Claude Jean-Claude Van Van Damme, Damme, qui est merveilleux. On attend la suite avec impatience. Ben, Adrien Larousé, voilà, si vous entendez. Bref, donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans le Discord du vaisseau Hypersensa. C'est quand même une communauté où on s'entend tellement bien, on est tellement bisounours qu'il n'y a même pas besoin de modérateur. C'est pas beau ça ? Ça nous fait gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps. Exactement. Donc, surtout sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas, si vous aimez ce qu'on fait, à nous aider. Alors, comment nous aider ? Déjà, tout simplement en nous écoutant, en nous partageant, en nous mettant des étoiles sur toutes les applications d'écoute. Ça nous aide vraiment. On a besoin de, comme toutes les émissions, vous savez comment ça marche, de remonter dans les recherches. Donc, mettez-nous des bonnes notes. Et puis, si vraiment vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez que ça continue, que ça perdure, vous pouvez nous aider financièrement grâce à patreon.com pour devenir ce qu'on appelle chez nous, dans le vaisseau, des patronautes. Les patronautes du vaisseau Hypersensas. Voilà, ça nous permet, c'est donc des micro-dons tous les mois. Vous pouvez choisir évidemment la somme que vous voulez, à la hauteur de laquelle vous voulez nous aider. Et ça nous permet de louer un emplacement, déjà, de payer le loyer du vaisseau. En général, le Studio 17 qui nous fait la grande gentillesse de nous accueillir, sauf ce soir, mais c'est pas de leur faute parce qu'on s'est très mal organisé. Mais sinon, voilà, payer le loyer du vaisseau, renouveler le matériel, ça s'use très vite. Toutes ces petites choses, ces micros, ces consoles, voilà, acheter un petit peu de boisson énergisante pour XT. Enfin, tout ce genre de choses, et faire partie des patronautes les plus généreux, ça ouvre à certains privilèges, notamment celui d'être cité dans l'émission. Alors, j'ai la liste. Alors, en premier, j'ai Matt a perdu Matic. Ouais, je crois que c'est moi. Ce qui veut dire quand même que ce soir, nous avons un chroniqueur qui paye pour être là, quoi. Promis de cordée, ça fonctionne. Hein. C'est incroyable. Pims, Yakbar, le légendaire, Rekma, Lionel Efani, Guillaume Rocher. Aka Gigoz, Perchak, Matt Satonaka, Damien Dessailles et Zéphiriel. Et c'est pas tout. Au rang des privilèges qu'on a quand on est un patronaute, et plus on est haut dans les patronautes, on a notamment le privilège de pouvoir suggérer des sujets, suggérer des reviews, suggérer des focus, voire suggérer des hors les bulles. Et donc ce soir, on est très content, en hors les bulles, de présenter pour notre patronaute Gigouz la série Paper Girl. Waouh. Oui. Waouh. Incroyable. Waouh. Il va enfin nous laisser tranquille. Waouh. Alors, qui va nous parler de Paper Girl qui était sorti sur Amazon, si je ne me trompe pas ? Amazon Prime, ouais. Alors, qui en parle ? Battez-vous. Je pense que je vais y aller puisque je suis le seul à avoir Let's tout go. vu. Non, j'ai tout Ah vu non, aussi. non. Ah, C'est pas ça, d'accord. là, ouais. Mais l'as-tu vu Mais j'ai la deux flemme de fois présenter. Non, j'ai vu qu'une seule fois. Ça m'a suffi pour le moment, mais. Moi, je remercie Gigoz pour cette deuxième fois. Vraiment, c'est un pur régal 2 ans après. Alors, Donc, Paper Girl. Paper Girls, série télévisée produite et distribuée par Prime Video. Elle est sortie durant l'été 2022 avec 8 épisodes pour sa première et unique saison, Aïe. car elle est annulée par manque d'audience, genre 3 mois après sa sortie. Donc, 2 mois. 2 mois, c'était en Ouais, septembre. c'est ouais. septembre. Ah, donc c'est assez vénère. Donc Paper Girl, c'est avant tout un comics créé en 2015 chez Image Comics, écrit par Brian K. Vaughan et dessiné par Cliff Chiang. Je n'ai pas lu le manga. comics, donc ça sera Reagan qui nous en parlera. Et Lux aussi, tu l'as lu Oui. Ok, bah vous nous en vous Et ce sera très bien d'ailleurs d'avoir Ouais. d'avoir l'œil de quelqu'un qui n'a pas lu le comics pour nous parler de la série. Exactement. Donc concernant la série, la showrunneuse s'appelle Stephanie Folsom. Elle a coécrit Toy Story 4 au passage. Au casting, on retrouve quelques têtes connues comme Ali Wong, récemment récompensée pour la série Beef ou Acharné en français sur Netflix, mais aussi Adina Porter que les fans de The 100 connaissent très bien. Et on a surtout 4 jeunes actrices. Cameron Jones, Riley Leigh Nellet, Sofia Rosinski et Fina Strazza. On ne les reverra pour l'instant pas encore, ces 4 actrices, même si on dira beaucoup de bien du casting. Donc 4 actrices pour 4 héroïnes que nous découvrons au lendemain d'Halloween en 1988. Elles ont 12 ans et elles s'appellent Tiff, Erin, Mac et KJ.
Tiff est une génie afro-américaine qui rêve d'aller au MIT. Erin est une jeune chinoise, elle vit avec sa petite sœur et sa mère. Cette dernière est incapable de parler en anglais. Mac est la version féminine de John Connor dans Terminator 2. Ultra badass, pauvre, une vie éclatée avec un père violent, une belle-mère absente et un frère pas très malin. Et enfin KJ, fille unique d'une famille juive plutôt riche, se baladant tout le temps avec une crosse de hockey où son nom est gravé dessus. Donc là on va parler juste du premier épisode, parce que je pense que c'est le plus intéressant et il est très très fourni. Ok. Donc lors de leur tournée, puisque voilà, l'idée c'est que au lendemain d'Halloween en 1988, elles sont des Paper Girls pour la première fois, notamment pour Erin, c'est-à-dire elles distribuent le courrier le matin. Donc lors de leur tournée, Erin se fait attaquer par 2 personnes. Elle décide toutes les 4 de poursuivre les agresseurs. Alors qu'elle s'apprête à les retrouver, le ciel devient violet. Dans la rue, tout le monde a disparu. Elle décide alors de se cacher dans la maison de Mac, où une arme y est cachée. Prise de panique, Mac tire accidentellement sur Erin. Donc Erin perd du sang dans l'abdomen, tout va bien. Elles prennent une voiture pour aller à l'hôpital de leur âgé de 12 ans. Donc. Ils sont attaqués et kidnappés par 2 hommes de la SPF, la section de protection du futur, qui les emmène dans une capsule et soigne Erin. Donc là, si vous comprenez pas trop ce qui se passe, c'est normal parce que ça va très très vite. En fait, c'est un petit reproche, je pense, du premier épisode, c'est que ça va très vite. On comprend pas grand chose et je pense que c'est fait exprès pour qu'on se retrouve dans la même situation que les filles. Je peux déjà dire que c'est un raccord avec le comics en l'occurrence pour cette partie-là. D'accord. Et donc, ce qui fait qu'à expliquer, c'est pas forcément évident. Donc, n'hésitez pas à me rajouter quelques trucs. Donc, ils sont emmenés donc, dans une capsule. Erin est soignée. Et quand ils en sortent, le ciel n'est plus violet. Soudainement, l'ancienne garde, la Old Watch, les attaque. Donc, échange de tirs. Et finalement, les membres du SPF meurent. Et avant de mourir, un des membres donne à Tiff un dispositif assez étrange, dont on connaîtra l'utilité bien plus tard. En protégeant le groupe, finalement rattrapé par l'Old Watch, Kiji tue malencontreusement un membre de l'ancienne garde avec sa crosse. De surprise, elle laisse tomber sa crosse et s'enfuit. Les 4 filles donc espèrent trouver refuge dans la maison d'Erin, mais tombent sur Erin, mais plus vieille, parce qu'on est en fait en 2019. Tan, 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 tan. C'était un résumé très rapide du premier épisode. Au rythme de l'épisode. Au rythme de l'épisode, voilà. Donc en fait, on se retrouve donc avec 4 jeunes filles piégées donc dans une guerre entre 2 factions temporelles, la SPF et la Old Watch, donc l'ancienne garde. C'est une série. Comment expliquer ça ? Le casting, le casting est assez exceptionnel. Il faut le dire. En fait, on va retrouver tout au long de la série nos 4 héroïnes qui vont voyager un peu dans le temps, de temps en temps, et tomber sur leur futur à chaque fois. Et elles vont avoir, et c'est là l'intérêt de toute la série, elles vont avoir un regard critique vis-à-vis de ce qu'elles vont devenir. Okay. Et donc, c'est intéressant d'avoir une version adulte qui a un regard assez particulier sur leur version petite, un peu en disant non mais toi tu connais pas les choses, enfin c'est nos darons quoi, et elles voient leur futur écrasé, tous leurs rêves s'envoler parce que leur futur a vécu d'autres choses, ont rencontré d'autres personnes, et c'est vraiment ce qui fait le sel de la série, c'est d'avoir ce rapport de force et ces rêves un peu abandonnés, et comment ça impacte une gamine de 12 ans et comment ça impacte une gamine, enfin une jeune adulte de 20 et quelques années, de voir que les rêves d'enfant se sont évaporés et que la réalité est bien plus dure. Wow, dit comme ça a l'air super. Enfin, je veux dire, c'est hyper intéressant comme thématique. C'est hyper intéressant, ça parle d'antisémitisme, ça parle des premières règles, ça parle de toutes ces choses-là, de l'abus un peu présent des parents, notamment vis-à-vis des rêves qu'ils ont pour leurs enfants, et à quel point ça peut les condamner, ou en tout cas les pousser vers une destination qu'ils ne veulent pas atteindre. Et c'est vraiment super. Il y a vraiment de très très chouettes moments. À un moment, Mac retrouve son frère Dylan. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel dans le sens où c'est extrêmement touchant. Et on a vraiment des scènes qui transpirent la bienveillance et
on sait que ça va partir dans le dramatique. Et D'accord. donc c'est des moments qu'on prend, un peu comme l'enfance, des moments qu'on prend et on sait qu'à un moment ils vont disparaître et qu'il va falloir grandir. Et c'est ce qu'on ressent avec ces 4 personnages-là qu'on voit évoluer, qui commencent à s'attacher entre eux parce qu'au début de l'histoire, ils ne se connaissent quasiment pas, elles ne se connaissent quasiment pas. Et on va voir des liens qui s'entremêlent entre elles, notamment entre KJ et Mac, qui pour moi sont les meilleurs personnages. Il y a vraiment une vraie alchimie et c'est vraiment très chouette. Pour rester dans une thématique un peu télévisée, cinéma, KJ, elle, a une évolution qui va toucher un peu le cinéma et comment le cinéma va changer sa vie. Et c'est, à mon sens, moi ça me touche beaucoup parce que c'est quelque chose qui me marque et c'est un point qui est vraiment très intéressant pour les gens qui n'aiment pas les comics, qui n'aiment pas les séries, qui n'aiment pas le cinéma. La morale de sa petite histoire-là, c'est vraiment, il n'y a pas d'âge pour avoir un nouveau hobby, il n'y a pas d'âge pour changer ou pour découvrir qui on est. Ça arrivera le moment voulu et ça arrivera en faisant des découvertes et en allant à l'aventure. Et vraiment, j'ai bien aimé. Évidemment, la série se termine sur un énorme cliffhanger. Évidemment, la série ne verra jamais ce cliffhanger. Oui. Mais voilà. Et la série se termine sur un dialogue un peu particulier, genre 5 minutes avant, qui dit on sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on est content d'avoir partagé tout ça. Je sais pas si c'était un peu prémonitoire, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. D'accord. Donc, toi, ça t'a plu? Ça m'a plu. J'aurais aimé beaucoup en voir. Ça m'a plu. Après. Alors, je laisserai mes Parce que je camarades en parler. sens point des autres côtés, Oui. des autres côtés de la table des Ça m'a plu parce qu'en fait, le vrai point fort, c'est les personnages et leurs relations. D'accord. Le reste, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Eh bien, pour nous parler du plus compliqué, on va commencer par Luxbox. Oui, c'est bien parce que je pense que Regan sera vraiment très vilain. Oui, je le Vilain, sens. pardon. Je le sens. Donc c'est bien, on fait dans le décrescendo un peu. Je vois dans son body language, comme on dit, que ça va être extrêmement salé, donc on va y aller par étapes. Exactement. Alors, globalement, j'ai bien aimé. Il faut savoir que je suis très, 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 très fan du comics, que j'avais commencé il y a très longtemps, parce qu'on m'avait offert les premiers tomes. J'avais un peu laissé tomber. Et quand on l'a traité en focus l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, je sais plus. Le Je ne temps saurais pas passe ressortir le tellement numéro, vite. mais oui, je confie. Oui, voilà, je l'avais noté dans mon carnet de notes que j'ai oublié. Alors voilà. Enfin bref, j'en avais profité pour le lire et j'avais mes, je sais pas si on peut dire binge readé. Si, franchement, Vas-y. Je l'avais binge lu et ça a été un formidable ride, vraiment gros coup de cœur. Et donc là, la série, en fait, malheureusement, la comparaison joue en sa défaveur. D'accord. Il y a des éléments du scénario qui sont un peu simplifiés et je trouve ça dommage. Il y a d'autres éléments du scénario qui sont compliqués et je trouve ça dommage. Il y a des moments... Alors effectivement, le point fort, comme dit Matt, c'est les personnages et leurs liens. C'est déjà quelque chose qui est extrêmement développé dans le comics, mais qui, je trouve, est mal géré au niveau du rythme dans la série. Il y a des moments ça va très vite, il y a des moments c'est très lent. Du coup, moi il y a des moments j'ai un peu regardé mon téléphone parce que j'étais un peu perdue. Voilà. Que dire d'autre? Les effets spéciaux sont un peu chiches. Moi, ça m'a fait penser aux Sliders, donc qui est une série des années 90 quand même. Ah, quand même, ça pique. Hein. Bah, ça pique comme mes yeux devant certains effets spéciaux. Le violet pique très fort. Ouais. Le fait que ça soit tout en lumière rose, etc., encore à la limite, je dis pas. Hein, Le comic, c'est comme ça aussi. Oui, voilà. Donc ça, à la limite, ça me choque pas. Mais vraiment, à un moment, il y a une grosse bête, on va dire, pour pas spoiler. Tu voyais vraiment que c'était découpé à Photoshop, quoi. Ça m'a un peu choqué. Je me suis dit, ils ont mis les moyens sur la série, mais sur les effets spéciaux, ils avaient un peu des oursins dans les poches, je pense. D'accord. Et ça dessert la série parce que elle est incroyable visuellement. Moi, dans le comics, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Il y a des vaisseaux spatiaux. Elle voyage dans le temps quand même, donc potentiellement tout est possible. Et justement, je trouve que visuellement, la série ne rend pas hommage du tout aux possibilités qu'offrait le comics. Donc voilà, donc je joue beaucoup sur mon avis joue beaucoup sur la comparaison, mais il est inextricable. T'es obligé, une fois que t'as lu le comics, de dire je regarde la série, je vais comparer, effectivement. Donc voilà. Donc vraiment, c'est sympa.
Je suis très contente que ça ait plu à quelqu'un qui n'ait pas lu le comics et j'espère que ça te donnera envie de lire le comics. Bah clairement, ça me donne envie de lire le comics et les points manquants de ce que tu es en train de dire, j'ai l'impression que je vais les retrouver dans le comics. Bah complètement. Tu vas vite voir le delta, oui. Complètement. Bah tout à l'heure quand Jean s'est exclamé « Ah mais ça donne vachement envie tout ce que tu venais de dire », j'ai failli crier « Mais lis le comics !» Mais bon, je ne l'ai pas dit parce que le sujet c'est la série. Donc voilà, donc je suis un peu plus modérée que Matt sur la série parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont plu dans le comics qui n'y sont pas. Très bien. Et je vais m'arrêter là. Donc, pour faire un petit résumé, un petit previously de ce que vous venez d'entendre. Donc, du côté de Matt a perdu Matic, qui n'a pas lu le comics, il a trouvé ça bien. Il avait des réserves qu'il a laissées sur le côté, il a mis en avant essentiellement ce qui lui plaisait, surtout frustré qu'il n'y ait pas de suite. Lux, elle a trouvé ça problématique dans un rapport de comparaison avec le comics. Et Regen. Alors, on va commencer par le négatif, on va essayer de finir sur des touches positives, comme ça on fait comme ça. Hein, voilà. Qu'est-ce que c'était long. Qu'est-ce que c'était long. Les épisodes, le déroulé, surtout après un épisode, on essaye de défarouiller dans tous les sens. C'est très, 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 très mauvais. Je pèse mes mots sur le rythme. Le rythme est catastrophique pour la série. Et ça la dessert complètement. Il y a énormément de digressions. Alors, je fais pas partie de ceux qui veulent un copier-coller du comics, c'est pas la question. Mais il y a une quantité de digressions infinies. Enfin, vraiment, c'est... Et le pire, c'est que... Bon, je vais pas parler de Pokémon Possible tout de suite pour en garder, mais... Et du coup, moi, je me retrouve avec une série Stranger Things alors que je voulais une série de SF, quoi. Et franchement, c'est frustrant, encore une fois, quand tu as lu le comics en plus, que tu vois tous les enjeux qu'il essaye de mettre au niveau... alors, il y a quand même des enjeux qui sont gardés, hein, bien sûr, le choc générationnel, tout ça, mais il y a plein d'inventivité au niveau de l'évolution de la langue, au niveau des personnages, au niveau des générations. Enfin, il y a plein de choses. Allez, on déroule, etc. C'est vraiment décevant par rapport à ça. Vraiment, pour le coup, c'est pas ce que j'ai eu dans le comics. Et encore une fois, je suis pas sur du copier-coller. C'est que c'est pas le message, c'est pas l'ambiance que j'ai dans le comics que je trouve là. Et c'est même pas une question de budget. Sans spoiler trop le comics, donc il y a des voyages dans le temps et pas que dans les années 2000. Et il y a un moment donné, ambiance, on va dire, homme des cavernes. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Voilà, une forêt, 3 personnages, ça se fait, tu vois. Enfin, c'est pas le problème, tu vois. C'est pas une question de budget. Mais vraiment, on a l'impression que ça, c'est sur la retenue, comme s'ils avaient prévu 15 saisons ou que sais-je. L'expérience a montré que c'était pas la meilleure idée, du coup. Et donc vraiment, c'est très décevant par rapport à ça. Donc, moi, clairement, j'en ai vu 4 ou 5, je crois. C'était dur. Enfin, vraiment, sincèrement, le rythme pèse énormément. Pour les points positifs, par contre, ce que ça perd en intérêt de la série globalement, ça le gagne autour des personnages et des relations entre les personnages. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnages qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue trame globale, qui ne sont même pas dans le comics d'ailleurs, mais par contre, qui sont super bien écrits. Qui sont vraiment bien écrits, avec des relations intéressantes, des échanges intéressants avec les personnages. Et du coup, c'est frustrant, c'est vraiment frustrant. Il y a un petit côté aussi Umbrella Academy, ce côté course-poursuite, etc. Pareil, sans trop en dire plus. Mais c'est pas le bon rythme, c'est pas les bonnes mécaniques. Ça colle. Alors, ça n'a pas de budget, mais ça me sort je ne spoilerai pas, un élément graphique de taille importante. Le fais pas. Enfin, si c'est pas de budget, pars pas là-dedans. Pourquoi tu fais ça, quoi? Après qu'il y ait des modifications initialement, par exemple, dans le comics, pareil, c'est pas un gros spoil, il se fait plaisir sur les marques. C'est genre, il y a du Apple, des machins, etc. pour jouer là-dessus. Bon, évidemment, tu le mets pas dans la série, ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, on perd beaucoup de l'âme, je trouve, du comics dans la série. Donc, comme je dis, sur les points positifs, donc effectivement, les personnages sont intéressants. Les échanges entre les personnages sont intéressants. Clairement, il y a... Je le redis, j'avais pas envie de voir que je suis confronté à mon moi futur. C'est pas que ça, le comics. C'est loin s'en faut. C'est beaucoup le cas pour Erin, mais c'est pas le cas sur les autres personnages. Et pour autant, pareil, sans trop en dire, effectivement, ça donne des relations passionnantes entre un personnage et son frère.
pareil, sans en dire plus, c'est super bien écrit. C'est touchant, c'est tout ce que vous voulez. Mais touchant, c'est pas suffisant, en fait, malheureusement. C'est ça qui me gêne un peu. Qu'est-ce qu'on a d'autre de positif ? Donc, ça joue bien. Ça joue vraiment bien. Notamment les jeunes, ce qui est loin d'être toujours le cas. Les jeunes sont vraiment Voilà, les excellents. 4 Les jeunes personnages excellents. principaux jouent vraiment bien. Et l'air de rien, comme on l'a vu dans d'autres séries avec des jeunes, etc., c'est loin d'être toujours le cas. Donc, c'est d'autant plus frustrant de se dire qu'ils auraient pu faire tellement plus, du coup. Et voilà, donc, il y avait quelque chose à faire. Je pense pas qu'il l'ait fait, malheureusement. Et c'est d'autant plus frustrant avec un bon casting et des bons acteurs. Ça m'attriste plus qu'autre chose, honnêtement. J'aurais vraiment aimé mieux aimer cette série, hein, mais non. Mais Non, vraiment. De ce que j'ai l'impression, c'est que c'est pas forcément une bonne adaptation, mais c'est une chouette série sur les relations Ouais, clairement. entre personnages et sur comment on évolue dans le temps et comment. Et sur Et c'est certaines justement thématiques. par là, c'est pour là, je suis pas du tout d'accord avec toi quand tu dis que c'est différent de la série. Pour moi, ça conserve le cœur du comics. Le cœur est là. Je suis pas du tout d'accord. Le Mais cœur bon, de l'évolution pour des changer. personnages, et là, je suis complètement pas d'accord avec toi parce que pour moi, c'est complètement le cœur. Il arrive à l'attraper, et c'est justement pour ça que je trouve la qualité de la série, c'est il arrive à attraper cette partie-là et tout en déviant l'intrigue globale. Enfin, il te garde des grosses ficelles d'intrigue, mais il change, il dérive là où il a envie de nous amener un peu différemment avec d'autres personnages qui sont plus ou moins adaptables en comics ou en série télévisée qui, par définition, la série télévisée le cœur d'une série télé marche via ses personnages, ce qui pour moi pas toujours exactement le cas pour les comics. Là, en l'occurrence, c'est aussi le cas aussi. Mais il arrive à encore c'est vraiment cette cœur d'évolution qu'on voit entre ce qu'ils peuvent devenir, sur la quête d'identité de certains. Et ça, je trouve vraiment qu'ils arrivent vraiment à le choper comme il faut. Il y a un dialogue formidable entre KJ et sa copine du futur pour expliquer comment est-ce qu'on Ils arrivent là. comprend que voilà, on n'est pas comme les autres forcément. Et c'est bien joué, on comprend où est-ce que ça va, on comprend parce que c'est alambiqué la manière dont elle explique ça, et c'est vraiment super. Et je pense que c'est une très bonne série pour pas forcément pour des jeunes adultes, mais pour des collégiens lycéens, pour voir comment on évolue, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur, et comment ça peut aussi nous toucher plus tard. Bien, ça en a réveillé XT, hein, qui est monté au créneau pour défendre la série. Oh, la Et- série n'est pas parfaite, hein, bien sûr, mais Juste pour conclure, je serais quand même curieuse de connaître un petit peu les secrets de production de la série. Parce qu'il faut savoir que c'est produit par des sociétés de production, genre c'est produit par Legendary, Mhm. à qui on doit les Godzilla. Mm. C'est produit par Plan B, par Brad Pitt, qui est donc dans les producteurs vraiment. exécutifs, etc. Et surtout, c'est une série qui met c'est une série qui met en avant des personnages féminins. Il y a quasiment que des personnages féminins dans la série. Ce qui est d'un point positif. Et on peut quasiment faire. tous les épisodes ont été réalisés par des réalisatrices. Ouais. Et ça, je trouve ça vachement cool. Mais je me demande à quel point ça a bugué pour que, au bout de 2 mois, la série, elle est sortie le 22 juillet, mi-septembre, ils annoncent, c'est annulé. Pourtant, des boosts sur Prime, il y en a beaucoup. Oui, alors, c'est une bonne Qu'est-ce question. qui a... Quel est le secret de la potion magique ? Pourquoi, au bout de 2 mois... Je sais pas. Est-ce que c'est que parce ça a que Stranger vraiment- Things est ça a sorti fait au même vraiment trop moment peu de parce vues, je sais que pas. ouais, je sais pas, mais je me dis il y a eu un truc quoi. Enfin, personnellement, ça sort de mon entendement. Parce que ce sera un peu la question de la fin pour ceux qui ont pour le coup aimé, alors notamment Matt qui était sans comparatif avec le comics, XT a l'air d'avoir bien apprécié, Luxbox un peu plus mitigé parce qu'il y avait le rapport au comics, mais est-ce que on peut quand même conseiller cette saison 1 parce que c'est un peu le gros problème aujourd'hui, c'est comme elle s'est arrêtée et qu'elle s'arrête sur un cliffhanger qui sera jamais résolu, est-ce qu'on peut prendre plaisir à la regarder quand même en étant prévenu qu'on n'aura jamais la fin? Bah, je pense que non. 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 En fait, il y a un épisode. Pour moi, il y a un épisode, et je dis ça, je l'ai vu à sa sortie. Il y a un épisode qui est un niveau exceptionnel, c'est l'épisode pendant la fête dans la grande maison. Et ce niveau, c'est un grand moment. C'est vraiment un super moment, un super épisode. Le reste n'est pas au même niveau, mais cet épisode, si on aime vraiment fan du genre et de genre d'un peu du teen movie, enfin le teen movie qui devient adulte, quoi. Cet épisode marche très bien, quoi. Enfin, sur la quête d'identité,
c'est vraiment super. En fait, je pense que si on enlève toute la partie guerre interdimensionnelle, c'est pas intertemporelle, de tout ça, je pense que... Si vous voulez, on fait une sitcom Oui, aussi non, mais à non, ce mais en fait, moment-là. c'est ça, c'est que si on parle juste de voyage dans le temps, mais pour voir leur futur, on prend juste ça, et je pense que ça fait une super série. Malheureusement, les ambitions étaient trop grandes. En tout cas, il y avait encore le Paper Girls derrière qui me dit, bah voilà. Mais je pense que peut-être que la showrunneuse voulait pas parler de ça. Ils ont eu les droits d'avoir Paper Girls. Il y a Brian Kevogan qui fait partie des producteurs. Après, on sait ce que ça veut dire à ce niveau-là. Jeff Lemire était producteur aussi sur Sweet Tooth. À savoir, est-ce que voilà, qu'est-ce qu'on en fait réellement? On lui a donné ce bébé-là. Elle a dit, le cœur de Paper Girls, c'est super. Je vais en faire ma première saison. Et je pense que c'est peut-être plus intéressant. Si le cœur y est, je pense que c'est plus intéressant de donner un Paper Girls en papier que la série. D'accord, bon. Donc il n'y a pas eu de release de Season 2. Non. Pourtant je pense que les gens étaient plutôt agréablement surpris. Pas forcément les fans, je pense pas, les fans du comics, mais en tout cas les gens qui ne connaissaient pas, en tout cas moi, j'en suis ressorti vraiment agréablement surpris. Oui, c'est pas beau. Oui, c'est peut-être trop ambitieux, mais le cœur, le fond de ce que ça raconte, c'est vraiment super et ça manque parce que c'est des enfants de 12 ans, quoi. Donc ça s'adresse à des jeunes femmes et comme l'a dit Lux, c'est fait par des femmes, écrit par des femmes, réalisé par des femmes, donc ça donne envie de porter ce genre de projet. Malheureusement, ça sera pas celui-là. Bon, on va rester quand même sur cette note positive, dire que ça a du cœur. Et que c'était des bien beaux personnages et qui malheureusement n'ont pas réussi à toucher assez de monde pour porter leur destin jusqu'au bout. Eh bien, on arrive à la fin de cette émission aussi, de cette 223e émission de Comics Outcast. C'était l'émission du printemps. C'était l'émission de l'arrivée de Matt a perdu Matic. Ouais. J'essaie de le dire plus. Et d'ailleurs, je peux... Si tout le monde parle au même rythme que Matt, on va enfin pouvoir faire une émission réellement d'une heure. Ça commence à shame. C'est super, merci beaucoup, on est ravis, on était ravis de t'avoir avec nous. Grand plaisir, j'ai hâte du tête-à-tête avec Matt Satsunaka pour savoir qui est j'ai hâte de ce match au sommet. Voilà. C'est Matt. Qui est votre Matt? Matt au sommet. Ce n'est pas Not My Matt. Not My Matt. Bref, c'était un immense plaisir de vous avoir et avant de vous laisser partir, j'aimerais savoir où on peut vous retrouver, par exemple Luxbox. On peut me retrouver sur Blue Sky, @Luxbox, sur le Discord, @Luxbox, sur Instagram, @CrazyLuxbox parce que j'étais un peu folle ce jour-là. Voilà, n'hésitez pas à venir faire coucou, je suis toujours partante pour discuter avec des inconnus. Voilà, c'est comme ça que je finirai tuée dans une ruelle un jour, je ne sais pas. Sous les arbres. Sous les arbres où personne ne regarde. Quelle horreur, oh là là, bon, XT. Vous pouvez me retrouver du coup sous les arbres où personne ne regarde. Alors, on veut pas les détails non plus en Cette émission l'occurrence. finie en glauquissime, quoi. Regan. Écoutez, on me retrouve alors, où et sous quel nom? de suite le mauvais esprit. Twitter, Prigmore, Gérovite, Instagram et pour le reste, normalement, Regan sur le reste des canaux sur lesquels vous pouvez me retrouver, Discord et compagnie. Matt, t'as perdu Matic, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Discord aussi. Alors, il y a mes noms changent un peu. Mais, Tu vois qu'il n'y a pas que moi. Vous écrivez Matt a perdu et normalement vous me trouvez à la fois sur Instagram, sur Twitter et sur Blue Sky. Eh ben, très bien. De mon côté, je suis sur le Discord, pas beaucoup. Je lis beaucoup, je réagis pas beaucoup. Tu es parmi nous. Beaucoup. Voilà, j'ai une sorte de présence évanescente. On se touche le bout des doigts et ça l'invoque, vous inquiétez pas. Voilà. Après, je veux pas dire, mais il y a du Spider-Man qui se profile à l'horizon. Ah oui, ça arrive. Et si on pouvait me retrouver dans la cartographie des chimères. Écoutez, et on te retrouve même ailleurs. Et dans les grains de sable. Oui, mais encore. C'est de ça dont tu veux parler. Ah oui, je veux en parler, effectivement. Oui, alors accessoirement, pour gagner ma vie, je fais des voix. Et j'ai fait la voix du documentaire Arte qui parle d'IKEA qui est sorti au mois de février. Et qui était super intéressant. Donc si vous voulez m'entendre dire des choses vraiment pas marrantes,
sur les Le Seigneur des forêts. sur le Seigneur des forêts. Voilà, c'est sur arte.tv. Bref, c'était un plaisir de vous avoir. C'était un plaisir d'avoir nos patronautes qui ont le privilège de pouvoir écouter l'enregistrement en direct. Et puis les patronautes et tous nos autres auditeurs, on se fait une joie de vous retrouver très bientôt, et notamment le 30 mars à Paris pour les Bouilladors. Bonsoir à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Fin de transmission.